plus gros clients, ça doit tourner autour de 400 000 euros, quelque chose comme ça. Et là, on est à plus de 16 millions d'ARR, on le fait sur à peu près 1000 clients. La pire chose que tu peux chercher à faire, c'est te dire, je vais identifier mes points forts, mes points faibles, et je vais bosser mes points faibles jusqu'à temps qu'ils deviennent des points forts. Non, ça ne marche pas. Tu comprends en quoi tu es unique, tu repères les points forts que tu as, et là, tu vas creuser le sillon, tu vas taffer. Si tu as du leadership, putain, cultive ce truc pour passer de là, à ma droite, un psychologue, à ma gauche, un développeur informatique, et l'objectif, c'est de vendre. Ça va pas le Là, faire. ça va être compliqué, mon ami. Et là, mon associé qui me dit 136 euros sur le compte en banque, je pense que là, va falloir replier le parapluie, quoi. Dans ma tête, je me dis, bah en fait, on va crever si on le fait pas. Donc, on répond à l'appel d'offres, on fait une propale de malade. 2 semaines après, on reçoit le coup de fil, ouais, vous avez remporté l'appel d'offres. 250 000, 300 000 euros. Imagine-toi, tu passes de 136 balles à POUM. C'est là où tu as toutes les problématiques, c'est là où tu sais pourquoi ça churn, où tu sais pourquoi ça achète. Tu es aveugle, tu regardes le et d'un coup, tu vois où on va aller dans les 2, 3, 4, 5 prochains mois. Il y a 20 ans, un jeune diplômé de psycho du travail, seul dans son salon avec un pote dev, décide de réinventer le recrutement. Pas de blabla RH, avec des algos, des vrais. Du prédictif avant que ce soit à la mode. Du matching avant Tinder, de la data avant qu'on dise IA. 2022, il crée Assess First. Il ne lève pas, il ne pivote pas, il ne lâche pas. Aujourd'hui, sa boîte fait plus de 16 millions d'ARR, emploie 120 personnes, à distance dans le monde entier, sert plus de 3500 clients dans 40 pays et il la dirige depuis Ibiza. Il a connu les échecs, les refus, les banquiers qui préfèrent financer des kebabs plutôt que de la tech, mais il a tenu, il a bâti l'un des leaders européens du recrutement prédictif. Aujourd'hui, on reçoit David Bernard, fondateur de Assess First, un entrepreneur qui a passé 20 ans à prouver que la vraie valeur d'un candidat ne se voit pas sur son CV. Bienvenue dans Merci Internet, le podcast où la tech rencontre ceux qui l'ont construite à la valeur et à la vision. Alright. Et c'est là où tu vois que faire lire des scripts par des dyslexiques, ça fonctionne pas trop bien en intro de vidéo. Mais mec, c'était compliqué à lire, mec. Mec, tu me l'as pas mis sur Putain. nos... Ouais, mais en fait, juste, j'avais zappé que t'as quitté l'école en CM2, frérot. Et que du coup, c'était pas la bonne personne pour lire ce genre de truc. Bon, anyway. En tout cas, enchanté, David, on est content d'être avec toi. De ouf. L'idée, c'est que je vais gérer un petit peu, bon, disons que je vais donner les axes de développement et de discussion, et après, on essaie de tous jumper. Même si toi, t'as des questions à poser, il faut que ce soit une conversation cool et détente. Ok. Le premier point, du coup, je suis désolé pour cette question un peu pompeuse parce qu'on doit te la poser environ 400 000 fois par jour. Mais j'aimerais que tu puisses juste commencer par nous dire en gros qui t'es, ce que tu fais, quel est ce petit bébé que tu as fondé il y a de ça, qui a l'âge que j'ai. C'est écrit en 2002, mec. Je suis né en Ouais. 2002, donc c'est assez fou, tu vois. On prend des claques quand on entend ce genre de trucs et qu'on discute avec des mecs comme ça. Donc je suis curieux que tu nous fasses un petit débrief rapide de qui est David. Bah déjà, merci pour le coup de vieux que tu me donnes. Donc, ouais, juste en quelques mots, donc je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail de formation, donc et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la psychologie quantitative. En gros, c'est la branche de la psychologie qui va chercher, on va dire, à mettre des chiffres sur les talents individuels. C'est-à-dire, on va repérer des patterns, on va pouvoir mettre tout ça en équation. L'objectif étant de prédire la capacité des gens à réussir. Et donc, je suis également le CEO et le fondateur d'Assess First. Donc, Assess First, qui est une boîte, comme tu l'as dit, qui a été créée en 2002 et pardon, pour accompagner les entreprises, pour les aider en gros à recruter mieux et développer les talents dans les organisations, tout simplement, quoi. Ah mais, trop bien. Je suis ultra, ultra curieux déjà de comprendre ce truc parce que moi, pour le coup, je suis un peu, c'est un peu passionné de maths et tout, même plus sur la partie théorique. Je suis très mauvais à l'appliquer, mais la théorie me passionne de ces trucs-là. C'est quoi les grandes théories, les grands sujets? Pourquoi ça t'a passionné? Qu'est-ce qui t'a vraiment excité dans ce domaine spécifique? Et après, on Mm. transitionnera tranquillement pour comprendre comment est-ce que tu en as fait ton métier, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ouais, carrément. Non, mais tu as raison de souligner parce qu'en fait, moi, à la base, j'étais pas du tout matheux, tu vois. Enfin, j'avais commencé par une première S que j'ai lamentablement redoublé. J'ai fini Ok, c'est beau. en section littéraire, option art plastique. Donc, tu vois, j'étais complètement parti dans l'autre sens. Et c'est vrai qu'en psycho, comment dire,
Bah, la psycho, au départ, là, quand je me suis orienté là-dedans, la représentation que j'en avais, c'était Sigmund Freud, la psychanalyse, la psychologie clinique. Je connaissais pas, moi, tous ces trucs, tu vois, tout ce côté, justement, approche très expérimentale, scientifique. Et justement, bah, c'est en suivant les premiers cours un peu en psycho que tu découvres, alors au départ c'est très général, mais après tu as des spé à choisir, des spécialisations, et psychologie du travail, psychologie de l'évaluation, tu apprends les différentes théories, les différents modèles de la personnalité, tu vois que bah, la psychologie, c'est pas simplement une approche clinique, en gros pour aider les gens à aller mieux ou à aller moins mal, ça dépend comment on le prend, mais en fait on peut faire plein de choses. Ouais, ça m'a passionné en fait, cette idée de pouvoir bien, quelque part, mettre en équation le potentiel. Parce que je me suis dit, en fait, et c'est également à l'occasion de mes premiers stages, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de boîtes qui recrutaient, pour pas dire la totalité, qui recrutaient sur le CV. C'est-à-dire, en gros, il y avait grosse emphase mise sur est-ce que tu as fait la bonne école, est-ce que tu as bien les 3 ans d'expérience préalable pour faire ce job de junior. Alors que, en gros, déjà d'une part, je trouvais ça délirant. On est en quelle année là? Là, on était en fait, quand j'avais fait mes premiers chats, je sais plus, ça devait être 98, je crois. Ok. Attends, ouais, 98, 97 peut-être. Ok. Et j'ai eu la chance justement bah, de faire un de mes stages dans un cabinet de recrutement à Nancy. Et là, c'est là que la théorie, on va dire, a rencontré la pratique, parce que dans ce cabinet-là, justement, cabinet Turca à Nancy, en fait, ils utilisaient des tests. Et donc, moi, très rapidement, ils m'ont mis sur bah, l'évaluation des candidats, c'est-à-dire, mais ça se faisait à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que tu avais des tests, tu sais, tu avais des petits bouclettes, là, des manuels, tu les donnais aux candidats, tu leur disais la consigne à haute voix, eux, ils rédigeaient, ils cliquaient, enfin, ils sélectionnaient les réponses aux différentes questions sur une feuille de réponse. Moi, il fallait que je compte les petites croix dans les petites cases et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, je trouvais ça génial, les résultats à la fin, c'est-à-dire ce que tu obtenais, mais je me suis dit, purée, mais on vit à l'âge de pierre, quoi. Donc, je lui ai proposé tout simplement eh bien, d'informatiser ça. Au départ, bah, c'était juste un fichier Excel, voilà, j'avais mis avec quelques macros qui permettaient bah, de le passer déjà depuis un ordi, ensuite d'avoir un rapport qui était généré en couleur et ainsi de suite. Donc il a adoré le concept et il m'a proposé bah, de poursuivre mon stage au départ. Je sais plus, je crois que ça devait durer 1 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai fait 2 ans de stage chez lui au final. Et pour la petite histoire, bah, j'ai rencontré une autre stagiaire qui était là, qui elle avait développé un test dans le cadre de son cursus d'évaluation, ce qu'on appelle du potentiel entrepreneurial, donc de la capacité à entreprendre. Donc comme ça me passionnait, je lui dis mais vas-y, fais-moi le passer, je trouve ça hyper intéressant. Donc je le passe. Bon, je vois que j'ai des scores pas dégueux. Et surtout, c'était un peu au moment, c'est la première vague Internet, 98, 99. Il n'y avait pas encore la bulle qui avait explosé, mais et je me dis, purée, mais il y a plein de gens qui veulent créer leur boîte. Ça pourrait peut-être être intéressant qu'on commercialise ce truc en fait, quoi. Et c'est là que j'ai proposé bah, aux dirigeants du cabinet, Bernard Tufterka, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah voilà, on va faire un deal. En gros, l'autre stagiaire, elle apporte le test. Moi, je vais l'informatiser. Vous le commercialisez et on coupe le gâteau en 3. Voilà. Et donc, on se met d'accord. Et je me souviens, mais moi, j'y connaissais rien en programmation. Tu vois, je faisais un peu de visuel, de trucs comme ça, mais vite fait, quoi. Et donc là, je me souviens, j'ai couru à la Fnac le soir même pour acheter un bouquin sur la programmation. Je me suis mis, ça m'a pris 6 mois. Je bossais tous les soirs jusque 2 heures du mat. Des fois, c'était un délire. Et au bout de 6 mois, bah, on avait pondu. À l'époque, c'était pas en ligne, mais on avait pressé des CD. On en avait pressé 1000. Et on s'est dit, voilà, on va le vendre. Des CD. Ouais, des CD, c'est sur des CD-ROM, tu vois. C'était vraiment old school. Et enfin, à l'époque, c'était dans l'air du temps, mais maintenant, c'est vrai que ça fait old school. Et voilà, donc on s'est dit, bon, bah, on va vendre ça. Et au bout d'1 an, donc on fait le calcul, et en fait, on avait vendu 0, tout simplement parce que, bah, voilà, je comprends aussi maintenant, avec le recul, tu vois, le cabinet, il avait d'autres choses à faire, peut-être que de chercher à autonomiser. Mais attends, t'as pris 1 an pour te rendre compte que t'avais vendu 0 truc. Ouais, frère, on faisait des petits points, tu vois. On faisait des points tous les quarters. Et c'était, ouais, non, t'inquiète, ça va aller, on va s'y mettre, je vais trouver le truc. Et je lui ai dit à un moment donné, mais moi, je peux vous aider aussi, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, enfin, bon, première tentative, on va dire. Mais après, déjà, bah, ça m'a appris à coder un petit peu,
Après, bon, je suis loin d'être un expert en code, hein, bien évidemment, mais ça m'a donné, tu vois, des logiques et surtout, j'ai trouvé le projet hyper excitant. Et donc là, j'étais à Nancy. Après, je suis parti à Paris, donc pour ma 4e année de psycho. Donc là, je refais un stage dans un cabinet, un autre cabinet sur Paris qui s'appelait, je sais plus comment, une branche du groupe Demos. Et donc là, pareil, je propose la même chose. Je leur dis, ouais, on va développer un test de personnalité, on va le vendre, on coupe, cette fois-ci plus qu'en deux, vu que c'est moi qui allais faire le test. Et le gars me dit, banco. Et pareil, une semaine avant la fin de mon stage, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le contrat, je sais pas quoi. Et donc ça tombe à l'eau. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire Voilà. Donc je commence à postuler ensuite dans d'autres cabinets, en gros, je me souviens, le leader mondial à l'époque de l'évaluation de l'assessment. Donc, et tu sais, je m'étais pas contenté d'envoyer juste un CV, une lettre de motivation. Je leur ai fait un dossier de 16 pages, comment tu peux transformer le monde de l'évaluation, comment on peut changer tout ça. Et je reçois que des réponses négatives. Eux me répondent pas, je comprends pas beaucoup, je comprends pas bien. Donc, je les appelle tous les jours, tu vois, pour avoir une réponse. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont dû être saoulés. Donc, il y a un gars qui me répond, il me dit, faut que tu arrêtes de nous appeler, en fait. Tu passes pour le taré dans notre boîte, en fait, quoi. Et on a lu ton dossier, t'es complètement fou, en fait. Tes propositions, elles sont complètement à l'ouest. Et là, ça met un petit coup quand même, parce que je me dis, putain, j'essaye 2 fois, ça marche pas. Là, je propose pour le faire chez quelqu'un d'autre, ça marche toujours pas. Et là, la magie de l'univers, 3 jours après avoir eu ce retour négatif, en gros, je reçois un mail qui avait été envoyé à tous les David Bernard de France. Alors ça, c'est une histoire assez délire. C'est-à-dire que j'avais un ami d'enfance, Alexis. On faisait du skateboard, on organisait des soirées clandestines, techno et tout, dans des forts quand on était ensemble, dans l'Est de la France. Et là, je reçois un mail. Ouais, est-ce que c'est toi, le David Bernard On faisait du skate ensemble, nanana. Eh ben, écoute, si c'est toi, parce qu'à l'époque, tu sais, tu pouvais taper le prénom et le nom de quelqu'un, et t'avais tous les emails qui sortaient en fait. C'était un délire. Hein. Mais non. Le rêve de tous les scrappers et tout, tu vois. Et ouais, non, mais à l'époque, c'était complètement fou. Et donc, il avait envoyé à tous les David Bernard de France. Et il m'explique que il est sur Paris, que ses parents ont croisé les miens à Verdun, la petite ville dont on était originaire. Et puis que mes parents avaient dit aux siens, voilà, David, il est aussi sur Paris. Ah, c'est marrant, il pourrait se revoir. Et donc, je lui réponds, je lui dis, putain, banco, vas-y, on se voit. Donc, on se voit à côté du parc Monceau, dans une brasserie. On boit une bière, 2 bières, 3 bières, on discute. Et forcément, il me demande, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais. Je lui raconte un peu. Je lui dis, écoute, ça me saoule, voilà, ça fait 3 fois que j'essaye, ça marche pas. À chaque fois, au moins 2 fois, je monte le projet jusqu'au bout. Je lui dis, écoute, là, ce que je vais faire, je vais m'occuper de tout, de A à Z, avec la commercialisation. Je lui dis, en plus, j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un, ça me fatigue, en fait. Et je lui dis, le seul problème, c'est que moi, je suis un peu codé, mais vite fait, tu vois. C'est très amateur. Je connais pas de... Et il me dit, mec, moi, je suis développeur, en fait. et là, Ah la ouais. folie. Et franchement, je sais pas, on a discuté. T'avais vraiment aucun développeur dans ton entourage? Non, mais non. Et attends. Kylian, faut se remettre en 2002. Enfin, en 2002. C'était en 2001, Ah là. ouais, mais moi je crois que Remettons en 2001. C'est pareil. Là, maintenant, moi, je vois tous les gars, tu sais, qui ont 23 ans, 24. Vous, quoi, tu vois, les mecs super aguerris par rapport au business. Et moi, j'étais juste un psychologue, un gars, tu vois, sorti de la fac de lettres. Je voulais juste créer un truc. Tu vois, j'avais un truc dans ma tête. Ça me faisait marrer de faire des tests qui évaluent des gens. Tu vois, genre, ouais, tu réponds à des questions, tu as des graphiques, tout, machin. Mais je ne connaissais rien au business. Rien Ouais. au business. Et je connaissais 0 développeur informatique. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde fait du no-code. Tu n'avais pas, en fait, tous ces Aujourd'hui, outils. tu as énormément de devs. C'est Mais sur les ouais, plateformes de freelance, etc. C'est vraiment. En fait, vu que c'est la compétence qui paye le plus en freelance, grave. c'est là où tu as le TGM le plus élevé. Tout le monde se lance Ouais. là-dedans, tu vois. C'est vraiment. Mais c'est sûr qu'en 2002, il devait y avoir vraiment pas beaucoup de devs, tu vois. En fait, tu sais quoi, en 2002, tout le monde devait, enfin, voulait, je me souviens, travailler dans une grosse boîte, travailler dans une multinationale. Tout le monde voulait être consultant, tu vois, faire du consulting, c'était hyper stylé. Et donc, ouais, c'était vraiment une autre époque. Donc, moi, je connaissais 0 développeur. Et donc, du coup, avec Alexis, on a commencé à bosser justement dans son salon au départ. Je me souviens, il était dans le 15e, là.
dans un appart et on se mettait sur le canapé, tu vois. Donc La, moi la je lui classique. piquais les trucs, lui il codait en direct. Après je faisais le cahier des charges. Je me souviens, on avait été à Montgallet chez les Chinois dans le 13e et on avait acheté un serveur, tu vois, qu'on avait fait nous-mêmes Je et connais très qui bien pendant les Montgallet. premières années restait le serveur sur lequel notre truc tournait. C'est-à-dire qu'on avait littéralement le serveur dans notre petit bureau de 9 mètres carrés, tout flingué qu'on avait à Saint-Cloud, là, sous le pont de la 13. Bah ouais. Et c'était n'importe quoi, en fait, le Il truc. n'y avait pas des Firebase, des Supabase à l'époque. Tu devais héberger Ouais, ton ouais, propre Mac. ouais, ouais. Ouais, enfin, tu pouvais l'héberger, tu vois, mais ça coûtait cher. Et le truc, c'est que, bah, après, au départ, Alexis, lui, il était en poste. Il était consultant, justement, il était consultant, développeur, il s'occupait de bases de données, je sais pas quoi, chez des gros clients, des AXA, des Segos, des trucs comme ça. Et donc, il faisait ça un peu à côté de son taf. Moi, je faisais ça en finissant mes études aussi. Pardon. Et, euh, et pourquoi je dis ça? Et ouais, donc écoute, on a continué comme ça. Donc on développait la première version, tout. Et puis après, je me souviens, on a vraiment créé la boîte un an après, c'est-à-dire que j'ai attendu d'être diplômé. Et ah oui, oui, je disais en fait, Alexis, il était en poste, donc il avait un petit peu d'argent, il avait un salaire. Mais moi, en fait, j'étais étudiant, tu vois, et j'avais pas de sous devant moi, quoi. Donc, ce qui fait que quand on s'est lancé, je crois qu'on a dû mettre, je sais plus, 1000 euros chacun ou 500 euros chacun pour créer la boîte. Mais en fait, moi, j'avais toujours mes trois petits jobs à côté. Donc je remplissais des bases de données, je me souviens, dans une boîte qui s'appelait Coty Beauty. J'ai bossé à la Fédération des maires de villes moyennes. Je remplissais des annuaires, tu vois. Je savais même pas que ça existait. Il y a une fédération pour toutes les villes de moins de 100 000 habitants, je crois. Et donc voilà. Donc au départ, on a vraiment fait avec des bouts de ficelle, on va dire quoi. Ouais, ça c'est sûr. C'est la folie, mec. La folie. J'ai une question. Ça, c'est assez perso, mais parce que du coup, putain, c'est fou d'avoir un théoricien de ce domaine spécifique-là. Mec, on n'en croit jamais, en vrai, des gars comme toi, qui font des stats et des probas sur ce genre de, sur ce genre de truc. Même, ça pourrait même paraître un peu chelou, film d'horreur, genre début de film d'horreur chelou, le fait de classer les mecs comme ça, mais c'est top. Je trouve ça bien. Ça peut faire un bon Euh, épisode de Black Mirror en tout cas, ouais. ouais, exactement, exactement. C'est tout le sujet. Et alors, c'est quoi en fait? Donc, moi en fait, tu sais, parce qu'il y a une question qui revient très souvent, c'est la part de gifted et la part de work in progress sur un sujet spécifique. Est-ce que Ouais, tu as un ouais, truc à dire là-dessus? Alors, nous, on va parler de la partie entrepreneuriale parce que c'est ce qui nous Mm, intéresse, tu vois. bien Il se passe évidemment. quoi dans le domaine entrepreneurial? Est-ce que c'est gifted? Est-ce qu'il faut travailler pour? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que t'en as, ils essayent, mais ça ne fonctionnera pas anyway, ils sont claqués depuis le départ? Est-ce qu'on peut renverser les statistiques, inverser les probas? Comment ça se passe? Putain, c'est un sujet ouais, touchy là que tu abordes, enfin qui est passionnant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as toujours à peu près, dans la personnalité, dans l'intelligence, tous ces trucs-là, tu as à peu près 50% qui est directement inscrit dans tes gènes. C'est-à-dire que tu as une base. Tu as des gens qui sont plus gifted que d'autres. Tu as des gens qui sont plus smart, qui arrivent à concevoir la complexité, à résoudre des problèmes plus facilement que d'autres. Maintenant, tu as aussi bien évidemment l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Mais tu vois, même ta personnalité, par exemple, elle a une inscription biologique. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ton cerveau il est câblé, bah en fait, tu vas être plus introverti ou extraverti. Des fois, on se dit, je sais pas, peut-être que les extravertis, bah, ils étaient dans une famille d'extravertis, voilà. Non, en fait, c'est pas ça. Au départ, tu as un cerveau, par exemple, qui est plus ou moins excitable. C'est-à-dire qu'il réagit, tu sais, face aux stimulations. Tu as trop de lumière, trop de bruit autour de toi. Il y a des gens, ça les saoule, en fait. Et en fait, ces gens-là, comme ils sont hyper excitables, ben, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des stimulations à l'extérieur pour se maintenir en éveil et se maintenir. Alors que quelqu'un qui a un cerveau moins facilement excitable, tu vois, du point de vue des stimuli, des stimulations, lui, il a besoin d'aller chercher ça. Donc, il va rechercher la stimulation avec, il va peut-être écouter la musique plus fort, un certain type de musique, il va peut-être vouloir être stimulé par plus de connexion avec les autres, plus d'interaction. Et donc ça, par exemple, typiquement, bah, on se rend compte qu'il y a une inscription. Après, bien évidemment, en fonction des milieux que tu vas côtoyer, par exemple, si tu es introverti, tu peux apprendre des techniques pour être plus à l'aise dans le rapport avec les autres. Mais si c'est pas ton talent naturel, Ouais. ça sert à rien. En fait, il y a un truc en psycho qu'il faut bien comprendre, c'est que
on a tous une base, on a tous quelque part des points forts, tu vois. Alors après, bon, il y a juste sur le point de l'intelligence, tu as quand même si on dit maintenant il y a différentes formes d'intelligence, mais en tout cas sur la capacité à raisonner, c'est un peu la vitesse de ton processeur. Ça, franchement, à 25 ans, c'est plié, quoi, tu vois. On ne pourra pas le faire évoluer. Mais sinon, donc, et il y en a qui en ont plus et il y en a qui en ont moins. Voilà, c'est comme ça, c'est injuste, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne les talents plus, on va dire les soft skills, tu vois, tout ce qui a trait au comportement, comment tu vas te comporter, comment tu vas gérer tes émotions, comment t'appréhendes les problèmes, les situations. Ça, en fait, on est tous différents. Il y a des gens, ils vont être hyper carrés, c'est très bien pour certains jobs. Il y en a d'autres, ils sont pas carrés du tout, mais ils sont hyper créatifs. Ils arrivent facilement à connecter différents concepts, à relier les points entre eux, alors que d'autres ne verraient pas justement ces connexions. Et en fait, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout dépend en fait comment tu l'appliques. Mais la pire chose que tu peux chercher à faire, selon moi, c'est te dire, je vais identifier mes points forts, mes points faibles, et je vais bosser mes points faibles jusqu'à temps qu'ils deviennent des points forts. Non, ça ne marche pas en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment, tu comprends en quoi tu es unique, tu repères les points forts que tu as, les débuts de points forts que tu as, et là, tu vas creuser le sillon, tu vas taffer. Si tu es déjà créatif, travaille encore plus ta créativité. Si tu as du leadership, putain, c'est pareil, cultive ce truc pour passer de là à là, en fait. Ouais, C'est vraiment, putain, ouais. c'est bon ça, c'est trop bon ça. Et alors, une question perso, est-ce que c'est possible d'être effondré de partout, d'être nul partout? Non, mais non, parce que tu sais, quand c'est des distributions en courbe de Gauss, enfin, toutes les stats existent, tu vois. Est-ce que t'as eu des stats où il y en a, pas de chance, je sais pas comment, mais ils sont nuls de partout. Ou est-ce que non, peu importe qui t'es, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours au moins un domaine spécifique dans lequel tu pourras être bon et dans lequel tu pourras avancer, quoi. Franchement, t'as toujours une petite singularité, tu vois. Après, euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. C'est-à-dire que tu as des gens, par exemple, qui passent pour des tarés, des malades, tu vois, des fous furieux, quand ils sont en entreprise, bah, ce sont des gens qui parfois peuvent s'épanouir et donner des choses incroyables une fois qu'ils montent leur structure, tu vois. Après, bien évidemment, tu en as qui sont plus ou moins. Et ça pose une autre question. Ça pose une question de qu'est-ce qui est valorisé dans la société et de quoi le monde a besoin aujourd'hui. Ouais. Parce que tu as quand même une catégorie particulière d'individus. En fait, nous, on l'a vachement étudié. C'est ce qu'on appelle le profil A-player. Donc, on peut rentrer un peu dans le détail si vous voulez. Mais en fait, clairement, qui a tendance à mieux réussir que les autres, réussir dans un spectre de domaines beaucoup plus large. Et en fait, ce que tu vas retrouver comme qualité, c'est quoi? C'est que généralement, c'est des gens qui sont quand même plus smart que la moyenne, tu vois. C'est-à-dire qu'ils captent plus vite, ils résolvent les problèmes plus vite. Tu sens que ça La carbure. connecte. Ça, c'est voilà l'intellect. Donc là, c'est vraiment mon cerveau, ce que je peux faire. Ensuite, tu as sur la partie motivation, bah, c'est des gens qui cherchent à faire plus, à délivrer plus. Ce sont des gens qui sortent facilement de leur zone de confort. Tu sais, tu as des gens qui avancent à la carotte et d'autres qui avancent au bâton, en fait. Donc c'est la carotte ou le bâton, si on peut dire. En fait, clairement, si tu avances avec la peur, c'est compliqué en fait, tu vois. C'est-à-dire que même si tu essayes, tu ne t'aventureras jamais en dehors de ta zone de confort, tu ne le feras que si tu y es poussé, excité, Je acculé à le comprends, ouais. faire. Alors que bah, si tu as des motivations dynamisantes, forcément tu vas plus explorer le monde, tu vas tenter plus de choses. Et après, au niveau de la personnalité, ce que tu vas retrouver, c'est des gens qui, quand même, qui ont un certain leadership, c'est-à-dire qui ont une certaine ascendance dans le rapport à l'autre, des gens qui arrivent facilement à faire passer leurs idées, leurs points de vue, qui aiment bien convaincre, des gens qui ont une certaine créativité. Au niveau de l'ouverture, tu sais, de l'ouverture à l'autre, ben, pas tant que ça en fait. C'est-à-dire des gens Et qui ouais, sont quand même bien sur leur point de vue et tu vois, une ouais, certaine indépendance d'esprit, parce que si tu es trop open, que tu prends toutes les critiques systématiquement, bah, d'un autre côté, c'est valorisé quand même ça, quelque part, d'être ouvert d'esprit. Mais le problème, c'est que si tu l'es trop, bah, ça peut des fois te rendre un peu influençable ou te casser dans tes projets. ouais, Ouais, c'est des les gens qui têtus, sont putain. adaptables. Faut être un peu têtu en vrai. Faut être un peu têtu en vrai.
Ouais, il y a un côté un peu têtu carrément. Et après, c'est comme tout, hein, tu sais, chaque qualité, elle peut, ça dépend comment elle s'exprime. C'est-à-dire, où est-ce que tu as de l'obstination? Est-ce que c'est de l'obstination ou est-ce que c'est de l'entêtement? C'est-à-dire être obstiné, ne rien lâcher, c'est important dans l'entrepreneuriat. Franchement, si tu n'as pas ça, pour moi, Ouais. c'est une des qualités les plus fondamentales. Ouais, Mais c'est le après, truc le si plus tu es important. entêté, c'est-à-dire tu n'as pas l'adaptabilité, tu n'as pas la souplesse, par exemple, de dire putain, ça Ouais. fait 4 fois que j'essaye de rentrer par là, ça marche pas. Vas-y, je vais essayer en sautant au-dessus de la clôture ou en passant par la fenêtre plutôt que par la porte. Bah en fait, Ouais, t'as Mais des ça, gens, c'est ils font, tellement compliqué. C'est tellement compliqué. ouais, t'as des gens, ils font 20 fois la même chose, ils comprennent pas ils se rendent même pas compte qu'ils font 20 fois la même chose et que ça marche pas, c'est un truc c'est incroyable. c'est fou. Mais tu sais, Ouais, on est aussi dans un. Moi, je trouve que, en fait, ce qui est pas facile, c'est que on est aussi dans un moment où t'as une énorme partie des gens qui ont ce truc-là de Shining Effect, ils jumpent sur des trucs à droite à gauche, et du coup, on entend plein de personnes nous répéter toute la journée, les gars, faites un truc, prenez-le, faites-le bien, faites-le plus longtemps que la moyenne, et c'est sûr que ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement des informations disparates qui rentrent et qui se contredisent toutes les unes et les autres, que tu es dans un délire, et des fois, effectivement, tu as des gars, ça fait 10 piges, ils essayent de faire la même boîte, ça n'a jamais fonctionné. S'ils étaient capables de pivoter ne serait-ce que de 10 degrés, ils feraient un carton plein. Mais à la fois, comme on le répète toute la journée, de mec, si t'es un bon entrepreneur, tu crois en toi, tu crois en tes idées, tu continues d'avancer, ils sont bloqués dans ce truc-là de putain, je vais continuer mon truc parce que je dois prouver au monde entier que ça va fonctionner. Mais juste, ils n'y Ouais. arrivent pas, tu vois. En fait, tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis. Pour moi, quand tu es entrepreneur, pourquoi tu deviens entrepreneur? Alors, tu as plein de raisons. Ok, tu vois, bien sûr, on veut tous gagner de l'argent et tout. Mais je pense que fondamentalement, parce que tu peux aussi gagner quand même pas mal d'oseille, tu vois, en travaillant. Je sais pas, tu as des jobs, tu peux être prompt engineer, te faire 900 000 euros. Enfin, 900 000 dollars par an, tu vois, dans certaines boîtes aux US. Donc, bon. Mais à un moment donné, je pense que derrière chaque entrepreneur, il y a cette frustration à un moment donné de regarder le monde et de te dire putain, il y a un truc dans le monde, la manière dont il tourne là, ça ne me convient pas. Par exemple, moi, c'était quoi? C'était, je trouve ça débile de recruter sur le CV. Je vois bien qu'il y a des gars qui ont fait une bonne école qui donnent rien dans la vraie vie. Je vois bien qu'il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans qui bossent, mais en fait, ils ont passé 20 ans quelque part un peu à faire de la merde, tu vois, c'est-à-dire à faire un truc médiocre pendant 1 an, 2 ans, ensuite ils changent de taf, ils changent de boîte, ils vont refaire la même chose, mais le faire toujours aussi mal. Et d'un autre côté, alors tu as aussi des gens qui sont là depuis 20 ans et qui cartonnent, qui ont évolué, bien sûr, mais tu avais aussi des gens qui venaient d'arriver et qui transformaient ce qui était en train de se passer au sein d'une boîte ou d'une équipe. Donc, je me dis, tu as une vision. À un moment donné, tu te dis, le monde, la manière dont il fonctionne aujourd'hui, ça va pas. Moi, je pense qu'il devrait fonctionner comme ça. Par exemple, moi, je pense que on devrait regarder qui sont les gens réellement, au-delà de leur CV, au-delà des écoles, au-delà des parcours professionnels. Et à mon sens, cette vision, elle peut rester la même, tu vois, parce que la vision, c'est le truc, quelque chose de plus grand que toi, même plus grand que ton projet quelque part. C'est comment, en quoi tu veux transformer le monde et quelle vision du monde, quelle version du monde tu veux faire advenir. En revanche, les tactiques, la manière d'y arriver, c'est là où il faut être extrêmement souple. Au ouais, départ, tu peux tester un truc, ça marche pas. C'est pas pour ça que tu dois abandonner ta vision. ouais. Juste, tu vas l'exprimer d'une autre manière, en Ouais, fait. ouais. Non, mais surtout, faut essayer beaucoup de choses. La plupart des choses que tu vas tenter, elles vont pas marcher, tu vois. Et à un moment, tu vas avoir un truc qui va rattraper toutes les choses que tu as essayé qui n'ont pas marché. En fait, moi, tu vois, en tout cas, aujourd'hui, dans ce que je fais, j'ai remarqué, c'est que des hacks, tu vois. Ça veut dire Ouais. que je vais essayer 9 choses sur 10, il y en a 9 qui vont pas marcher, et il y en a une qui va marcher, sauf que celle qui va marcher, elle va rattraper toutes celles qui n'ont pas marché avant, tu vois. Donc il y a Ouais, un bien vrai sûr. effet de. C'est un peu comme, tu vois, vraiment tester des choses, tester, et ensuite tu vas trouver un truc qui va fonctionner. Et quand tu trouves le truc qui fonctionne, la bonne méthode d'acquisition, la bonne manière de vendre ton produit, le bon format, le bon discours, la bonne équipe sales, la bonne personne qui rejoint ton équipe, etc. Et bah après tu focuses là-dessus, tu vois. Et plus le temps passe, plus tu accumules des hacks et après
plus ta boîte, plus ta vision devient, plus tu te rapproches de ta vision en tout cas, tu vois. Exact. Ah ouais, Ah mais je suis grave d'accord. aligné avec ça. Moi Ouais, j'ai trop une bien. question. Moi j'ai une question. C'est entre 2002 et maintenant, à quel point tu sens que t'as visé juste dans ta vision et à quel point tu sens que la différence entre 2002 où on recrute énormément avec le CV, etc. et aujourd'hui, à quel point, tu vois, les choses sont différentes aujourd'hui. À quel point tu le Là, sens? ce qu'il faut, ouais, ben, en 2002 déjà, ouais, quasiment personne s'intéressait même au sujet des soft skills. Tu vois, des fois, je me souviens la première fois où on l'a prospecté, on avait commencé par attaquer les cabinets de recrutement parce qu'on s'est dit, ouais, ce sera plus simple de les avoir en direct. Tu sais, eux, c'est vraiment l'évaluation, c'est le cœur de leur business. Ils voient des candidats tous les jours. En plus, si jamais ils utilisent nos rapports, ils vont peut-être les envoyer bah, à leurs propres clients. Donc, les clients qui sont des grosses boîtes vont nous voir. Tu vois, bon, on était parti là-dessus. Et en fait, première session de prospection, de cold calling, là, on se rend compte que ça va pas le faire, tu vois. C'est-à-dire que tu tombes sur Micheline, l'assistante, qui t'explique ah ben non, son outil d'évaluation, c'est son cerveau, il n'a pas besoin de ça. Et puis bah, tous les trucs du genre ok, et vous existez depuis quand ben là, on vient de déposer les statuts. Tu vois, à l'époque, moi, j'étais naïf, quoi. Tu sais, je faisais pas. Aujourd'hui, je répondrais pas ça, quoi. Mais et il me dit combien vous avez de clients? Ah bah vous serez le premier, mais c'est cool, tu vois. Et bon, le mec qui a fait toutes les erreurs du débutant, quoi. Et ouais, c'était pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, franchement, tu parles de soft skills, en particulier à des gens dans les RH, tout le monde connaît. Il y a des études qui montrent que 95% des recruteurs estiment que les soft skills sont fondamentales lorsque tu recrutes. Maintenant, est-ce que pour autant les pratiques ont été totalement changées? Elles ont, on va dire, énormément évolué. Ouais. Mais bon, tu as encore pas mal de boîtes qui s'attachent au CV, tu vois. Ok. 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 Mais ça C'est change, fou ça. ça change. Ça change. Et ce qui est rigolo, c'est que là, on a sorti officiellement lundi, en fait, un nouveau test, une nouvelle solution. En gros, c'est un agent IA avec lequel bah, les candidats peuvent échanger et qui peut évaluer n'importe quelle compétence technique, n'importe quelle langue en moins de 5 minutes, tu vois. Et Voice. ouais, voice, exactement, exactement. Voilà. Ok. Trop stylé. Du coup, vous avez direct intégré, t'as pas perdu de temps, t'as direct intégré l'IA toi aussi au sein d'Assess First. Ouais, alors l'IA, en fait, on a commencé, nous, à intégrer l'IA, c'était en 2015, parce qu'en fait, tu sais, quand tu passes, enfin, nos clients, quand ils utilisent Assess First, en gros, tu as ces outils qui permettent d'évaluer le potentiel des candidats, donc ils vont décrire, ça te décrit, ok, Kylian, comment il est, David, comment il est, Alexis, comment il est, tu as les différents traits de personnalité, de motivation et autres. Mais derrière, on s'est très vite rendu compte que ça suffirait pas. Donc, c'était en 2012, je crois, on s'est dit on va faire du matching. C'est-à-dire, on va permettre aux recruteurs de définir ce qu'ils attendent. C'est quoi un bon sales, un bon BDR, SDR, un bon AE, par exemple, et ça va matcher les deux. Alors, c'était déjà un peu mieux, mais après, on s'est rendu compte que dans la définition même du profil recherché, des fois, ils se plantaient, ils étaient totalement à côté de la plaque. Donc là, ce qu'on a fait en 2015, on a développé un module grâce à de l'IA où bah, tu demandes par exemple à tes sales de passer Assess First. Donc tu as le profil, je sais pas, avec 10, 15, 20, 30 sales. Ensuite, toi, en tant que boîte, tu as juste à faire un rating sur chacun des sales, à dire celui-là, je lui mets 5 étoiles, celui-là, je lui mets 3 étoiles, celui-là, c'est un 2 étoiles, il n'est pas au rendez-vous, lui, il est 5. Tu appuies sur un bouton et là, on va extraire du profil de tes 10, 15, 20, 30, 40, 50 sales, on va te dire, bah voilà ce qui ressort statistiquement, et c'est statistiquement significatif, eh bien tu as par exemple 7 traits, tu as peut-être, je sais pas, 5 traits de personnalité, 2 traits de motivation, et on va calibrer sur les capacités cognitives, et on dit, là, si tu recrutes ça, tu vas augmenter la performance, enfin tu vas recruter des gens qui vont être peut-être 20%, 30% plus performants que ceux que tu recrutais de manière classique. Et donc, ouais, démarrage de l'utilisation de l'IA, c'était 2015. 2015. Ok. Très tôt. Folie. Pour reprendre un petit peu de l'histoire. Donc au début, ton truc, c'est ok, je kiffe
ça me fait rigoler de faire passer des tests à des gens et de capter un petit peu quelles sont leurs compétences et de pouvoir les rate. C'est Comment ça. tu transitionnes de ça à je crée une boîte dans le recrutement, je la monétise, on fait de l'oseille là-dessus, je la vends, il y a un business model qui est fonctionnel, etc. quoi. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, ça s'est fait un peu de manière naturelle, tu vois. Déjà, moi, depuis que je suis tout petit, mais vraiment, ça peut sembler délirant, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, je vais être cosmonaute, je vais être, je sais pas quoi, pompier, machin. Moi, je me suis toujours dit, je veux plus tard, je disais pas entrepreneur, tu vois, je disais, je veux être grand patron, en fait. Je disais, en fait, mon délire, c'était de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Alors après, j'ai découvert que tu dois en rendre à tes clients aussi, hein, quand même, de temps en Ouais, temps, ouais, bien sûr. et à tes collabs même. Mais en fait, pour moi, c'était ultra important. Faire ce que j'avais envie de faire, on va dire, sans entrave. Euh, donc, bah, voilà, en fait, avec Alexis, si tu veux, on a commencé à faire les premières versions, ainsi de suite. Et à un moment donné, on s'est dit, vas-y, bah, on fait une boîte maintenant, tu vois. Donc, une fois que j'ai été diplômé, parce que tu peux pas faire valoir ton titre de psychologue comme c'est protégé avant d'avoir ton diplôme, donc il a fallu que j'attende. Donc, je crois que c'était, je sais plus, j'ai dû avoir mon diplôme le 30 juin, un truc comme ça, 2002, et en août, non, non, on avait commencé, on avait établi la boîte, je sais plus, c'était en juillet ou en août, donc 30 jours après. Et là, ben, on finit de développer Assesspert, on commence, enfin la première version, on commence à faire de la prospection. Tu Franchement, prends c'était combien la de temps à galère. faire ta première version à peu près? À l'époque, pour se rendre compte de le temps de faire un MVP? Franchement, ça nous a pris 7 8 mois, quoi, tu vois. 7 8 mois. Ok. Ouais, C'est intéressant ça. ouais, Aujourd'hui. ouais. 7 8 mois, mais si tu comptes en plus, tu vois, les échanges, les discussions, les machins, les trucs avec Alexis avant, quasiment un an, quoi, tu vois. Ok. Et ouais. Donc, ouais, ouais, Un ça an fait en beaucoup. 2002 pour développer un MVP. Comment tu dis? J'ai dit un an en 2002 pour développer un MVP. Ouais, ouais, c'est ça. Donc on se voyait franchement au départ tous les week-ends, après quasiment tous les soirs, et on t'a fait là-dessus, quoi. Et puis ouais, après vient le moment de la commercialisation. Donc là, tu te rends compte, à ma droite, un psychologue, à ma gauche, un développeur informatique, et l'objectif c'est de vendre. Ça va pas le Là, faire, ça va tu être vois. compliqué, mon ami. Donc, Vas-y, explique-le exactement. tout. Donc, on a appris the hard way, comme on dit. Donc, on s'est cassé les dents, voilà, sur les premiers meetings et tout. Je me souviens, tu sais, on faisait les premiers meetings. Il y avait un gars, il y avait Toto dans le fond de son cabinet de recrutement qui nous disait, ah, moi, je pense qu'il faudrait mettre ça et ça et ça en plus. Et nous, on disait, ouais, et du coup, vous le prenez si on a ça et ça. Bah ouais, carrément. Donc, tu rentres chez toi, tu rentres dans l'appart, tu codes tout le truc, non, 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 tu passes une semaine ou deux, tu viens le revoir, enfin tu le rappelles, tu dis ah c'est bon, on a le truc, je dis ah c'est bien, mais vous achetez, ah non, non, c'était juste comme ça, tu vois. Et en Ouais. fait là, on l'a fait 3 4 fois, et après je me suis dit putain, en fait, faut pas écouter le client en fait. Alors ça peut paraître choquant hein, quand je dis ça, mais en fait le client, il n'est pas le mieux placé pour savoir ce qu'il lui faut. Le Surtout client, en il sait SaaS. là où il a mal, tu Ouais. vois, il sait le problème qu'il a, et il Mm. sait comment et combien ça lui fait mal. Ouais. Mais il ne sait pas quelle est la potion, on va dire, qui va, tu vois, de quoi il a besoin. Donc, Ouais. et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé en tête. Et ça, C'est quand... c'est Ouais, un truc qui est particulièrement vrai en SaaS, tu vois. Et ouais, je trouve que ça se voit grave. Les SaaS où le founder, il a écouté tous les feedbacks clients. C'est des ouais, SaaS qui ne ressemblent à plus rien. En fait, c'est une ouais, catastrophe, tu vois. J'ai plein de SaaS en tête, tu vois. Et ça, le fait de ne pas écouter trop le client, tu vois, et tu vois, tu vas faire un business, je sais pas, n'importe lequel. Le client, c'est quand même ta métrique principale, tu vois, alors que en logiciel, en SaaS, etc., en app mobile, etc., il faut quand même garder une notion de simplicité, une ouais. notion de vision, tu vois, surtout de vision produit. Et en fait, les feedbacks clients, ça va très vite, tu vois. Tu peux en avoir plein, Mm. plein, 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 plein. Et en fait, tu te dis, putain, mais il faut que je développe ça, il faut que je développe ça, il faut que je développe ça, il faut que je développe ça. Et en fait, à la finale, tu te retrouves avec un truc qui ressemble à plus rien, tu vois, ultra brouillon. Et en fait, qui vise plus Ouais. personne et qui est devenu complexe, tu vois. Et tu te retrouves à. Parce qu'en fait, tu as trop de features, tu vois. Et ça, ce que tu dis là, je trouve que c'est particulièrement vrai en SaaS, du coup. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle, tu vois, les apps sapins de Noël, quoi. Genre, le bordel, il clignote de partout. Mais Mm. en effet,
enfin, tu veux faire les choses simples pour lesquelles il a été conçu à la base, c'est-à-dire l'essentiel, la fonctionnalité clé. En fait, tu te rends compte qu'il faut que tu passes par 25 menus, faire des paramétrages et tout, c'est compliqué. Tu sais, c'est Steve Jobs qui disait la simplicité, c'est l'extrême sophistication. En fait, quelque part, il n'y a rien de plus compliqué quand tu fais du product que de développer et ensuite de conserver une version qui soit simple de Ouais, ton app. Mais quand tu arrives à le faire, regarde, tu regardes toutes les apps qui cartonnent. C'est des apps qui font une chose, deux choses, trois grands max, mais qui le font bien en fait. Ils ne ouais, cherchent pas à couvrir tout le spectre. Ouais. ouais. Bien sûr. Non, je suis grave d'accord. Et ouais, ce que je disais, ça. Par exemple, tu vois ce que c'est Beacon ou pas? Beacon, Beacon. ouais, je vois, je vois Beacon. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, tu vois, lui, il est parti en couille, lui. Beacon, à la base, ça faisait juste des links in bio, tu vois. Ok, Et maintenant, il fait de l'invoice, du mailing, des links in bio, ok. des stores. Et tu regardes le truc, tu fais, mais le founder, ça se voit qu'il est parti en vrille totale, tu vois. Et je trouve que c'est un super exemple qui illustre totalement le fait de prioriser les features lesquelles tu vas développer. Et surtout, c'est, ok, d'accord. Ok, vous me donnez tout ça comme feedback, mais c'est à moi, en tant que CEO, d'avoir la vision de, ok, cette feature-là, elle est bonne à développer, cette feature-là, elle est bonne à développer, et toutes ces autres features-là, elles sont pas bonnes à développer, tu vois. Donc, ouais, entièrement d'accord et je te rejoins Mais à il y a des 200%. contre-exemples de ça, non? Enfin, moi, je connais pas bien ce. Enfin, je suis pas un techos, mais genre, par exemple, les Salesforce, Zoho, etc., c'est des boîtes énormes qui ont des Ouais, dizaines et des dizaines et des dizaines de features, quoi. ouais, Ouais, carrément. t'as des Après, ils contre-exemples, ont mais start avec maintenant, un feature spécifique, ouais, et quand ils avaient une très grosse base client, en regardant les besoins spécifiques qui étaient accumulés par leurs clients, ils ont développé des nouvelles features, quoi, tu vois. Il y a ouais, mais ça, tu et il vois, y a non, mais aussi. attends, il y a une nuance dans ce que tu dis. Zoho, ils ont une app par feature. Hmm, Ils hmm. ont pas tout mis dans un seul logiciel. Ça veut dire que c'est comme si ils arrivent et ils proposent 30 apps, tu vois. Donc l'app, par exemple, l'app de billing, quand tu prends l'app de billing Zoho, l'app elle est géniale. C'est une app de billing. T'as pas Hmm. 50 000 features. C'est ça la nuance, tu vois. C'est que ils ont pas tout regroupé dans un seul et même logiciel qui fait all-in-one. Non, ils ont 30 apps différentes, toutes très bien faites. Hmm. Elle est là la vraie différence, tu vois, en termes de produits. Puis t'as un truc aussi, c'est que quelque part, c'est un peu inéluctable. C'est-à-dire que, comment dire, tu sais, quand tu deviens leader sur ton marché, à un moment donné, t'as équipé tout le monde. Ouais. Ben voilà, enfin, on va dire tu as équipé 80-90% de ton marché. Et à un moment donné, si tu veux continuer à grossir, tu n'as que deux solutions. C'est soit tu vas à l'international, soit tu augmentes la couverture produit, tu te dis, tu développes d'autres fonctionnalités ou d'autres, comme tu le dis, qu'il y a d'autres apps que tu vas pouvoir ensuite interconnecter pour faire du upsell, pour upseller ta base de clients existants. Ouais. Mais encore une fois, après, tu as vraiment. Enfin, il faut être extrêmement vigilant quand tu fais ça, justement, à pas complexifier, à ne pas perdre ce qui faisait l'efficience, l'efficacité de ta solution. Ouais. Enfin, ta promesse, en fait. Mais ça, c'est important dans tout Ouais, business. C'est ta promesse de base, le truc pour lequel les gens t'achètent, pourquoi ils sont contents, pourquoi ils veulent travailler avec toi. Ce truc-là doit rester ton leitmotiv pendant vraiment longtemps, quoi. Après, grave. effectivement, on peut pas, pas tout le monde peut se comparer à Salesforce et eux, ils ont le droit de faire les trucs que plein d'autres n'ont pas le droit de faire. Mais ok, Ouais, Ah, clairement, mais quand tu tu as des sais que clients un peu captifs, ouais, mais tu sais que Salesforce, ils sont tellement riches, mec. C'est incroyable. Mais mec. c'est une boîte. Je sais pas, je me rappelle plus de l'ARR de Salesforce, mais c'est un truc de malade mental. Genre, Salesforce, ils Mais tu sont. sais que je pense qu'on se rend pas compte des CRM, mais genre même Pipedrive, tu vois. Ouais, Genre, Pipedrive qui est pas énorme, mais genre c'est licorne. Bah moi je vais te dire un truc. On-off, nous on est le deuxième plus gros client on-off, tu vois. ok. Donc parce qu'on préférait être, comme je t'avais dit, c'est le plus gros des plus petits que le plus petit des plus gros, parce que c'est mieux, on est en direct avec les devs et tout. Mais mec, genre Pipedrive, alors que genre, mec, genre on doit envoyer peut-être pas loin d'1 million d'euros par an à Pipedrive de facture, tu vois. Mec, genre, on n'est même pas dans le top 60% des meilleurs clients. Alors qu'on ouais, spend un M par an. C'est pas le ouais. drive, mec. Ouais. Pour te Pipedrive fait dire, 400 M d'ARR. Tu vois. bah, ça doit être beaucoup plus que ça, parce que frère, ils n'ont pas 80 clients et nous, on arrose un M par an, tu vois. Donc, à mon avis, les Mm. chiffres, enfin, mec, mais enfin,
c'est flippant de voir à quel point les CRM sont riches, mec. Ouais, ouais, c'est. Mais Salesforce, et genre Salesforce, c'est. Salesforce, 30 je regardais là justement 38 milliards Ouais, total 38 revenu. milliards. Ouais. Stylé. Ouais, T'as 38 milliards qui tombent dans le compte en cash, mec, c'est incroyable. c'est fucked up, mec. Mm. C'est fucked up. Euh, moi, j'ai une question, puisque tu vois, aujourd'hui, ça paraît très obvious, le SaaS. Tout le monde veut faire ça, c'est sexy, il y a du MRR, de la RR, ça se valo bien et tout, ça se revend comme des petits pains, c'est génial. Mais mec, en 2000, tu vois, en 2000, qu'est-ce qui fait que tu te dises, vas-y, on va automatiser un truc? Comment tu as déjà cette vision de se dire, on va créer un produit, je vais partir sur le marché consumer, même B2B, mais faire un truc, genre, je vais créer un produit, plutôt que d'aller simplement, moi, tu vois, avec mon cerveau de sales, le mec comme moi je suis, je serais allé voir des entreprises, j'aurais vendu ma compétence en tant que consultant, ou j'aurais vendu des packs, j'aurais mis des coachs qui se seraient occupés de faire ça, avec des paniers moyens beaucoup plus élevés, mais évidemment en faisant beaucoup, beaucoup moins de volume. Pourquoi, pourquoi toi, ou comment, c'est quoi le process? Qu'est-ce qui t'a fait dire on va le faire de cette manière, tu vois? Savoir cette tronche-là, quoi. Ouais, très simple. En fait, déjà, ouais, le SaaS en 2000-2002, il faut se dire, personne voulait avoir ses datas à l'extérieur. Tu vois? En fait, c'était pas comme ça. Par exemple, tu n'avais pas de compta en SaaS, tu n'avais pas même les CRM, tu vois, les logiciels de gestion là, de la relation client, de contact client, c'était installé en dur sur les serveurs de la boîte en interne. Parce que les gens se disaient, ouais, mais si jamais il y a une fuite de données ou je sais pas quoi, on se fait hacker, tu vois. Et donc, bon. Mais cette première expérience que j'avais eue dans le cabinet, la Turca, je me souviens, je crois qu'on voulait le vendre, le logiciel, on voulait le vendre 1500, enfin l'équivalent de 1500 euros à l'époque. Par Et an. ouais, pas, 1500 euros une fois pour toutes, c'était un CD, tu vois. Ah, c'était un Donc, lifetime. ouais, lifetime. Ok. Donc, et quand même, tu vois, je m'étais dit après, une fois que bon, tout ça était derrière moi, je m'étais dit, tiens, mec, regarde le nombre de cabinets de recrutement quand même qu'il y a en Mm. France. Tu vois, t'en as quoi? T'en as 1500, entre 1500 et 1700. Bon, tu vas, ok, déjà tu vas pas tous les équiper, il y en a plein qui vont pas être réceptifs, donc ça va pas te faire beaucoup au final. En plus, bah, tu peux rajouter des entreprises, mais une fois qu'elles sont équipées, tu fais comment? Et justement, c'est un peu le début, tu commences à avoir des abonnements, des choses comme ça, et écoute, je sais pas, c'était naturel. Je me suis dit, j'ai senti un truc, je me suis dit, putain, faut mieux le vendre moins cher, prendre moins cher chaque mois, mais ouais, t'assurer, bah, Mais tu oui, regardes. mais toi, en fait, à Ouais. l'époque, le fait que tout soit en subscription, c'était pas normal. À l'époque, c'était Ah que non, c'est pas du. normal. Ah non, non, il n'y a pas de subscription. Non, non, Ah non. Ouais, ouais, Non, ok. t'avais un Gus, t'avais un espèce d'analyste, je sais pas quoi, aux États-Unis qui disait dans 10 ans, tout le monde prendra tout par abonnement, vous verrez, même les voitures, on les aura par abonnement. Et tout le monde disait, ouah, le mec, qu'est-ce qu'il raconte lui? Enfin, il vit sur une autre planète, lui, tu vois. Alors Ouais. que maintenant, ça nous semble obvious. Maintenant, mais Mais en fait, maintenant, non, ça l'était c'est. pas du tout à Ouais, l'époque. maintenant, il y a tout qui est par abonnement. Tout, 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 Ouais, tout, tout, ouais, tout, ouais. tout et n'importe quoi est par abonnement. Mais ouais, du coup, avant, tu pensais en bail, mais c'est vrai, mais même les premières versions de la suite Microsoft, c'était pareil. C'était des CD, tu prenais, c'était T'as fait tout ça. 300 balles, je crois. Mais c'était, ouais, c'était, et ils sont pareils, eux, ils sont passés aussi en abonnement. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, c'était innovant d'avoir un logiciel en abonnement à l'époque. Ouais, ouais, innovant et en même temps, tu vois, moi j'étais vraiment, comme je suis dans ce délire-là, tu vois, j'aime bien les nouveautés, tester des trucs, être un peu early adopter sur certaines choses. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as 80% de la population, c'est pas ça en fait. Et encore plus, tu t'adresses à des RH dans des grosses boîtes, donc souvent un peu conservatrices. Donc là, on s'est rendu compte que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, hein, ça a mis des années à Assess First avant vraiment de cracher un peu d'oseille, on va dire, tu vois. Mais Hmm. vraiment, c'est-à-dire, et il y a eu cette... on est passé au bout de la banqueroute, enfin à côté de la banqueroute, mais plus d'une fois, quoi. Clairement. Ouais, Hein. ouais. après, nous, il y a un Ça, truc, c'est que aussi, enfin, toi, Kian, c'est ta deuxième boîte, mais nous, le problème, c'est qu'on est dans une génération où on est tabassé par le quick money, tu vois, le quick win. Ouais, Et tu sais, avant, moi, j'ai cette sensation que les gens, ils avaient le temps, tu vois. Tu avais le temps. Tu pouvais prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans à développer ta boîte. Nous, aujourd'hui, clairement. si t'as pas fait ton premier million au bout de 6 mois, un an et demi, 2 ans,
t'as l'impression d'être la risée de ton cercle de potes entrepreneurs enfin, tu sais, c'est compliqué, quoi, genre, à gérer ce truc-là. Et ouais, Ouais, je trouve que c'est fort, quoi, comme truc. ouais, ouais. Non, mais après, je pense qu'en effet, enfin, ma position, moi, là-dessus, c'est que c'est pas du tout sain, en fait. Mais tu sais, la pression, tu l'avais toujours, mais c'était d'une autre manière. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand j'ai créé la boîte, tous mes potes, ben, ils allaient travailler dans des cabinets de recrutement, ils prenaient des jobs, tu vois. Et à l'époque, je sais pas combien, quand tu touchais 30 000 € par an, tu vois, c'était un bon salaire, quoi, tu vois. Et moi, bah, j'étais le couillon de l'histoire à travailler, à prendre des petits jobs en intérim à côté de la boîte que j'étais en train de créer. Et tout le monde, tu sais, était là, mec, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Ouais. et tu te dis, C'est tiens, t'as ouf. ton pote qui est là, lui, il a son costard, bon, certes flingué, mais en attendant, il va à la défense tous les matins. Et c'était stylé, en fait. À l'époque, c'était stylé. Donc, tu sais, tu C'était le penses lifestyle. Les gens beaucoup, tu aspirent vois. à ce lifestyle-là. Mhm. Mais en même temps, c'est vrai que là, je vois les vidéos, tu sais, je les regarde aussi, les trucs, voilà. T'as en effet la quick money, la pression à faire des millions très rapidement. Mais putain, c'est compliqué de faire même 1 million, tu vois. Bien sûr que Enfin, je c'est, veux mais dire, bien sûr que c'est super dur, mais hyper chaud, quoi. ouais, bien sûr. Ah, et en plus, il y Non, a beaucoup de menteurs. ouais. Non, ouais, non, mais bien sûr, mais enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que, genre, c'est super dur, mais ça dépend. Moi, je connais enfin, parce que les gens disent l'argent facile, ça n'existe pas. Moi, je peux te jurer que l'argent facile, ça existe, tu vois. Enfin, Ouais. l'argent plus ou moins complexe. Mais c'est-à-dire qu'on est aussi dans un monde permissif aujourd'hui où il y a vraiment des gens qui font des millions. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui mentent, il n'y a pas de débat, mais il y a aussi des gens, alors évidemment, c'est uniquement des exceptions, c'est toujours le 0,0001%, mais comme c'est eux qui ont des vues sur Insta, c'est eux que tu croises de partout, Mm. c'est eux qui sont plâtrés, c'est eux qui ont les voitures multicolores de Playmobil, bah c'est eux que Ouais, tu vois. Et donc toi, tu te compares à ces mecs-là, forcément. Et ouais, carrément. c'est que des ovnis qui font des millions par mois, littéralement, et pour beaucoup d'entre eux, par des énormes coups de chatte, tu vois. Pour en connaître Ouais, quelques-uns, enfin, tu vois. Et donc c'est fou parce que du coup, on est dans ce monde-là, on est tiraillé à se dire, bah oui, si on raisonne de manière, bah ouais, effectivement, faire 1 million, putain, mec, il faut travailler, il faut bosser, etc. Mais on est dans un monde où il y a tellement des dérèglements de marché, de la hype qui vient booster euh, les, euh, les évaluations de ce qui se passe à droite, à gauche, la crypto, tous ces marchés de dingue, qu'il y a vraiment des quick millionnaires qui ne le méritent pas. Et toi, du coup, tu comprends, tu prends ce truc-là pour une référence. T'as envie de te battre contre ça, mais tu te bats avec des armes qui sont pas du tout les mêmes parce que t'as pas ce coup de chance que cette personne a eu. Et après, bon, tu vois pas leur vraie vie. Tu vois pas qu'ils savent pas gérer leur argent, tu vois pas qu'ils went broke super rapidement, mais tu te compares à ce truc-là. Et je trouve que c'est très difficile, tu vois, de garder la notion de l'argent, de se dire, ouais, putain, bah, 1 million d'euros, c'est de l'argent, c'est compliqué. T'as l'impression que le 1M aujourd'hui, tellement tu le vois écrit partout, dans toutes les vidéos, dans toutes les discussions, dans tous les nouveaux projets qui se lancent, dans toutes les levées de fonds qu'il y a, t'as l'impression que 1 million d'euros, c'est le balbutiement du commencement euh, d'un truc qui a même ouais. pas encore de sens, tu vois. Or, pour d'autres, c'est l'objectif final de leur life. C'est compliqué, tu vois. Ouais. En fait, je trouve que c'est compliqué et pas compliqué en même temps de faire 1 million quelque part, tu vois. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu peux avoir, ce que tu disais tout à l'heure, tu peux avoir le coup de chat, ok, tu connais même pas grand-chose, tu investis au bon moment dans la crypto, machin, le truc il explose, bon ok, coup de chat, ok, tu te retrouves multimillionnaire. Bon. Et sinon, tu as quand même un truc, alors là, c'est pour ça que je dis c'est compliqué et facile en même temps. Franchement, tu as des recettes quand même, tu vois. C'est-à-dire que tu choisis, enfin, tu as une vision, tu choisis un marché qui est suffisamment grand, tu l'adresses de la bonne manière, tu es prêt à bosser comme un animal, mais à te foutre dans un putain de tunnel pendant des mois, voire des années en disant Des années, des années. j'avance, et tout en étant souple et en tentant d'autres approches, en tentant plusieurs trucs. À un moment donné, ça va marcher. Ce que Ouais, je veux ça dire, paye c'est ça, que c'est bien sûr. statistique. Tu vois, si t'es pas dans un, si ton idée de projet est pas complètement conne, si jamais tu vas pas sur un marché flingué, enfin, je veux dire, il y a du client, il y a du besoin. Toi, tu es compétent pour répondre au truc, tu as l'envie de le faire, un an et que tu es suffisamment souple et en même temps suffisamment tenace, tu ne peux que, pour moi, ça ne peut Ouais. que marcher en Non, fait. ça marche toujours, ça marche toujours.
C'est obligé. C'est bon Après, sang. est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ouais. Si tu veux quelque chose d'exceptionnel, tu dois être prêt à faire ce que Mais 99% oui, des gens sont mais pas prêts c'est à ce qu'on, faire. en plus, c'est ce qu'on dit souvent avec Alexis, on en discutera souvent de ça, c'est qu'en fait, le problème de tout le monde, c'est que tout le monde abandonne trop vite, hein. Les gens, ils ont Juste ça. aucune discipline dans le temps, mais c'est incroyable, les gens Moi, tu sais, abandonnent trop vite. il y a une phrase que là, quand on a fait l'événement de notre boîte l'année dernière, tu sais, il y avait écrit tout réussi à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et j'ai dit, si vous Mm. êtes là dans la pièce, c'est que vous êtes jusqu'à travail, tu vois. Vous êtes là. Ouais. Mais la vraie différence, c'est travail et n'abandonne jamais. En fait, Mm. 100% des réussites, c'est juste dans ce mot-là que ça se cache, tu vois. Parce que rêver, oser et commencer à travailler, vous l'avez tous fait, vous êtes ici en face de moi, c'est cool. Non, Bien le sûr. vrai sujet, ce qui va différencier les gens, c'est juste cette timeline. Et j'aime ce que Hormozy dit. Il dit en gros, faut faire des trucs sur des périodes de temps assez longues pour que le fait que tu ne réussisses pas devienne complètement hors statistique. Autrement dit, tu Mm. forces les stats à être de ton côté, tu vois ce que je veux dire? Ah Et ouais, ouais, Ouais. c'est tout. complètement. Mais la Ouais, réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui peuvent, la qui phrase sont tapés le exacte, prix. la phrase exacte, c'est le monde appartient à ceux qui arrivent à travailler sur quelque chose pendant une certaine période de temps sans avoir de résultats instantanés. C'est ça la Mais phrase oui, exacte. mais en fait, dans cette phrase, elle est hyper riche. C'est-à-dire, ce dont il parle en psychologie, on appelle ça la tolérance à la frustration. C'est-à-dire que, combien de temps tu es capable de vivre en étant frustré de travailler, tu taffes, t'as pas de résultat, tu taffes, t'as pas de résultat, tu taffes, t'as pas. À un moment donné, tu sais, les gens autour de toi, ils te disent, mec, enfin, arrête-toi, quoi, tu vois, enfin, t'es débile ou qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et en fait, non, bah, tu continues, encore une fois, avec de souplesse et ça finit. Et après, quand tu réussis, on se dit, oh putain, le mec, ouah, il a de la chance, Ouais, regarde, il réussit. ouais, Ben ouais, enfin, tu peux le faire aussi, tu vois. ouais, Simplement, est-ce que tu es prêt à payer le même prix que celui que moi j'ai payé ou que ouais, celui que les gens qui réussissent ont payé? ouais, non, À c'est toi sûr. de voir. Mais c'est pour ça À qu'il toi de faut voir. trouver son bonheur dans le process et non pas Ouais. dans tu vois, dans les résultats instantanés, dans la dopamine par rapport au. Et vraiment, en fait, toi, tu sens que tu avances, tu sens que tu es plus intelligent tous les jours, tu sens que tu es meilleur tous les jours, tu sens que tu es plus rapide, tu sens que tu es plus agile, tu sens qu'il y a du mouvement, tu vois. Alors le mouvement n'est pas visible pour tout le monde pour l'instant, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais toi, tu le sais qu'il y a du mouvement. Toi, tu le sais que bah tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais pas rencontrées avant. Toi, tu as créé des occasions que tu n'aurais pas créées avant, etc. Tu le sens qu'il y a du mouvement. Sauf que ce mouvement, il n'est pas encore visible aux yeux de tous. Et tu sais que en fait, c'est qu'une question de temps, tu vois. Et que Non. il faut juste mettre les choses en mouvement, et à un moment, tu vois, les choses elles vont bouger et tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que ouais, faut trouver son bonheur, je pense, dans le process, tu vois. Je sais pas, par exemple, je te prends un exemple. Moi, tu vois, j'ai jamais gagné aussi peu d'argent de ma vie que maintenant, tu vois. Genre, Ouais. tu vois. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Genre, Vous en pas? je suis tellement heureux professionnellement, tout simplement parce qu'en fait, genre, je trouve mon bonheur ailleurs, tu vois. Genre, que dans le cash. Genre, il se passe trop de trucs, tu vois. À chaque fois, on va avoir un gros user, un truc, un machin. Il y a la dopamine, etc. Tu vois, je la trouve dans le process, tu vois. Et c'est ça qui me fait avancer tous les jours, tu vois. Moi, je sens qu'il y a du mouvement. Je sens que je me rapproche tous les jours un petit peu plus de ma vision, etc., tu vois. Et ouais, c'est C'est sûr pour que. ça que c'est important aussi quand tu fais un projet, quand tu fais quelque chose. Comme tu dis, faut prendre plaisir dans le process. Faut aussi faire un business ou être dans un domaine quand même qui te passionne un minimum, Ah tu bah vois. ça, c'est Parce que hyper si tu important. peux pas y aller juste parce que c'est la hype, parce que ton pote ou le mec qui fait je sais pas combien de millions de vues ou de centaines de milliers de vues sur YouTube lui-même, enfin à parler, tu vois. Enfin, je veux dire, si ça te parle pas, si les cryptos, ça t'excite pas, si toi-même t'as pas une mentalité un peu justement de trader, tu vois, à suivre tes trucs, machin, à être carré, enfin, ça sert à rien, tu vois. Mm. Ça sert à rien. Et 100%. il y a ça. Et le deuxième critère, je pense, c'est vraiment devenir imperméable, littéralement imperméable par rapport au regard de l'autre. Te dire, j'en ai rien à carrer de ce que vous pensez. Mais genre, je m'en branle, en fait. Tu vois, ma réussite hurlera pour moi une fois que ça sera fait, Ouais, quoi. 100%. En attendant, j'ai pas besoin, j'avance. Ouais, Je ça, c'est travaille la pour base. autre Torturer les haters avec tes résultats. Torturer les haters avec tes résultats. Bon, Ah, mais pour dive into it, on voulait quand même évoquer cette mythique, l'affaire mythique, bordel. Truc de fou, ça, quand même. Ouais, Explique-nous la tout, ferme on veut tout mythique. savoir, on veut les détails de cette histoire.
Alors, cette histoire, elle est incroyable. Comme je te dis, je vous disais tout à l'heure, on est passé à côté de la banqueroute, je sais pas combien de fois. Et une fois, on était, je sais plus, 2007, 2008, je sais plus quelle année exactement, 136 euros sur le compte en banque. Et là, mon associé qui me dit, David, faut qu'on parle. Je me dis, oh, c'est quoi ce délire? Et il me dit, mec, 136 euros sur le compte en banque, je pense que là, va falloir replier le parapluie, quoi. Tu vois, on va arrêter l'histoire. Et je sais pas pourquoi, je me souviendrai toujours, je lui ai dit, écoute, je suis pas mystique, mec, mais je sens qu'il va se passer un truc. Alors, on va pas juste attendre, hein. On va bosser, on va tout donner. Si c'est le dernier sprint, ça sera le dernier sprint, donc on va finir en beauté. On taffe, on taffe, on taffe. 3 jours plus tard, pas plus tard que 3 jours après qu'on ait eu cette conversation-là, je me souviens, c'était Cécile Moulard, directrice marketing Europe de Mythique, donc le géant de la rencontre en ligne, qui appelle sur mon téléphone, enfin sur le téléphone de la boîte. Allô, oui, je cherche à joindre David Bernard. J'ai dit, ah bah c'est moi, ça tombe bien. Elle dit, ouais, on a lu des articles là, que vous avez écrits sur la personnalité, parce que j'écrivais des articles dans des médias, enfin sur 2-3 médias, RH. Et elle me dit, on aime bien votre approche, c'est sympa, ça fait vachement moderne. Écoutez, on est en train de lancer une nouvelle version de Mythique qui va s'appeler Mythique Affinity. Donc c'est un site de rencontres, mais par affinité, qui se basera sur la personnalité, les valeurs, et on cherche une boîte ou un psychologue pour nous développer en fait ce système. Est-ce que vous voulez participer à l'appel d'offres? Mais par contre, il reste plus que 2 semaines pour y participer. Donc là, dans ma tête, je me dis, bah en fait, on va crever si on ne le fait pas. Donc j'étais tellement heureux. Et donc, je dis, ouais, on répond à l'appel d'offres, on fait une propale de malade. On avait 136 euros sur le compte en banque. Hein. Et je sais pas, peut-être après l'appel d'offres, peut-être 2 semaines après, 3 semaines après, pareil. Là, on reçoit le coup de fil, ouais, vous avez été sélectionné, vous avez remporté l'appel d'offres. Alors, je ne sais plus combien c'était, 250 000, 300 000 euros, un truc comme ça. Imagine-toi, tu passes de 136 136 euros. et encore une fois, hein, avec les petits jobs à côté, les machins, on ne versait plus de salaire, à POUM. Et donc, du coup, bah, on est sorti de la pépinière d'entreprise dans laquelle on était, donc qui était notre bureau flingué là, de 9-10 mètres carrés. Donc on a pris nos premiers vrais bureaux, entre guillemets, ça, je sais pas, ça devait faire 56 mètres carrés dans le cœur du 10e à Paris. On recrute notre première sales. Et là, tu te dis, putain, le sentiment d'accomplissement, quoi. Tu vois, où tu te dis, mais waouh, Quelle ça y année est, ça? on est lancé. 2008, c'est ça? Ouais, ça devait être 2008, je crois. 2007 ou 6 ans 2008. après. Ouais, c'est très long, très très long, tu 6 Il a vois. ans. fait une cannée entre temps, mais putain, mec, ça tient qu'à un fil, Ouais, hein. Ça tient qu'à ouais, un Ouais. ouais. fil. Et tu vois, c'est rigolo parce que quelque part, on peut se dire, bah ouais, voilà, coup de chat, comme quoi il y en a qui ont de la chance et d'autres non. Ouais, Bah mais non, attends, quelque part, tu vois, bah moi j'ai absolument tout pas. démerdé aussi pour aller faire ces partenariats avec les médias RH. C'est moi qui me cassais la tête à écrire les articles, faire en sorte qu'ils soient super bien tournés pour que les gens aient envie de les lire et tout. Et donc au final, c'est toujours pareil, tu fais des petits trucs, tu jettes dans Tu l'univers plantes et des puis graines. ça prend quoi. Ouais, non, c'est ouf. Incroyable, putain, folie. Et donc là, il y a ce vrai tournant. Est-ce que ça, on Ouais, peut dire que ça marque un vrai tournant de l'histoire, Assess ouais. First? Et après, s'ensuit des réussites qui s'enchaînent, j'imagine. Est-ce que tu peux continuer à développer un peu ce truc-là? Depuis, Yeah. il y a eu changement, nouveau bureau, nouveau truc, premier sales, ça commence à vendre déjà peut-être de l'autre côté. Comment après tu grandis jusqu'à devenir la référence d'aujourd'hui, quoi, tu vois? Ah non, le truc, c'est que, imagine-toi, tu t'es pas payé pendant des années, tu as commencé à te payer, à un moment donné, faut arrêter. Non, non, ensuite, tu passes, tu as les 300 000 balles. Donc, on commence à structurer un peu. Mais enfin, non, on commence pas à structurer les sales, à recruter juste des sales. Mais les sales, chez nous, ils faisaient tout, hein, prospection, rendez-vous, suivi, onboarding, account management. Donc, c'était vraiment des, tu vois, c'était n'importe quoi. Et donc, on fait ça. Donc, on commence à avoir des premiers clients. Tu as des premières références, du coup, tu en as d'autres. Mais en gros, tu sors d'une période où tu t'es jamais vraiment payé correctement. Qu'est-ce qui se passe quand ça commence à vraiment bien marcher? Bah en fait, à la fin de l'année, tu te dis, bon, il y a un peu de résultats, même à balle de résultats, on va faire quoi? On va se gaver en fait. Donc au départ, je me souviens d'une année, je crois qu'on s'était pris 300 000 euros de dividendes chacun, tu vois. Donc tu te fais Belle. ton petit truc propre. Mais le problème, c'est que ben, tu réinvestis pas en fait.
Donc du coup, le produit il stagne un peu, tu ne crois pas, enfin tu ne grossis pas aussi vite que tu pourrais aller. Donc pendant quand même encore pas mal d'années, tu sais, on a continué, on évoluait comme ça. Il y avait de la croissance, mais pas non plus énorme. Ça représentait quoi en pourcentage par Euh, an? de quoi? De croissance? Je Ouais, comprends pas. de croissance. Ah ben, croissance, on partait de pas grand-chose. Donc, tu sais, il y a eu des années où on se faisait quasiment des 100% de croissance sur le CA. On avait une renta à un moment donné, je sais plus, qui était à plus de 50%. Enfin, on avait vraiment, vraiment... forcément, tu sais, on était un peu en sous-effectif et ouais, on avait fait cracher le truc. Et à un moment donné, on s'est dit avec Alexis, vas-y, on va pas faire ça toute notre vie. À un moment donné, faut qu'on scale, faut qu'on passe à l'étape d'après. Et là, on a commencé à recruter plus de sales. On a commencé à structurer les sales, justement. On avait lu le fameux bouquin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, The Predictable Revenue, je crois, s'appelle, du gars qui a créé Salesforce. Et qui t'explique, voilà, faut mettre les SDR, SDR, BDR, qui vont en gros faire de la prospection et qui s'occupent des leads, ensuite qui transmettent aux AE, les account executives, donc qui vont closer. Derrière, tu as ton équipe onboarding pour former les gens. Ensuite, tu as les customer success qui s'en occupent, les account managers pour faire le renew, donc le renouvellement des comptes. Et on a changé de business model, je sais pas combien de fois. Au départ, on vendait des crédits, ça marchait pas. Après, on a multiplié les prix par 6, je crois, par 6 ou 8. Et là, tous les gens disent, oh, votre produit, il est qualitatif, c'est incroyable. Et là, je me suis dit, wow, c'est un délire. En fait, la perception, tu vois. Après, on a commencé à vendre des abonnements. Au départ, on se dit, bon, on va faire mensuel, tu vois. Déjà, si les gens, voilà, ça continue. On était content. Après, on a sorti l'abonnement annuel. Alors là, après l'abonnement annuel que tu payes avant même de consommer. Ensuite, on a fait un engagement sur 2 ans. Et au départ, je me souviens, tout le monde se disait, personne, dans la boîte, tout le monde disait, mais jamais les gens ils vont s'engager sur 2 ans, les gars, c'est impossible. Et donc, on l'a fait. Ensuite, on a mis en place le 36 mois, le 48 mois, le 60 mois. Là, on a des clients qui sont engagés sur 72 mois. Tu vois le délire. C'est-à-dire engagement de 6 ans. Et Et imagine. attends, il te paye 6 ans de cash flow d'avance? Non. Il te paye chaque année, mais par contre, il y a l'engagement. En gros, sauf cataclysme, guerre nucléaire, il n'y a pas de résiliation possible du contrat, tu vois. Ouais. Sauf si vraiment, nous, on fait de la merde dans notre manière de délivrer la Moi, valeur. j'ai vu sur ton site, il y a un truc quand même que tu fais, c'est que maintenant, il n'y a plus d'abonnement mensuel. On peut pas payer en Ouais. mensuel là sur ton site. Non, on vend. Alors, tu as une version web. Je crois que tu peux acheter, je sais plus à combien elle est, je crois 700 € par mois, un truc comme ça. Oui, ok, bon. Mais sinon, non. Tous nos clients, quasiment, on doit avoir, t'as 90% de l'ARR. Enfin, c'est de l'ARR, quoi. Enfin, tu vois, c'est de l'abonnement. Et je crois, en engagement moyen, je crois qu'on est à, je sais plus, aux alentours de 3 ans, un truc comme ça, quoi. C'est Donc, incroyable. tu vois, ça joue sur ce qu'on Putain, c'est un appelle bon ta délire. LTV, ta lifetime value. C'est-à-dire que si tu as, 10, par exemple, 10 millions d'ARR, en fait, tu as 30 ou 36 de LTV. Et tu sais que, comment dire, tu sais, il y a plein de business dans lesquels tu redémarres en bas de la montagne tous les ans. Nous, on sait que chaque année, tu vas démarrer déjà avec des millions, en fait. Et c'est Ouais. ce qui nous permet de continuer à investir, c'est ce qui nous permet de continuer à Bah, c'est ça. recruter. Ouais. C'est la clé du truc, Bah, en c'est fait. ça la beauté du SaaS, hein. C'est Exactement. quand t'es à 15 millions d'ARR, bah, tu sais que tu commences l'année, il y a 15 M qui rentrent. Tu le sais que cette année, il y a 15 M qui rentrent. Et après, tout ce que tu vas faire pendant l'année, c'est du plus. Et l'année d'après, tu recommences, t'es à 17 M. C'est ça Ouais. une boîte, normalement, ça repart de zéro, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui Alors, est, à un détail près, c'est que tu as, la malédiction des SaaS, c'est ce qu'on appelle le churn. C'est-à-dire que tu as quand même des clients qui peuvent, pour des raisons qui sont liées à toi et au fait que tu n'as peut-être pas délivré comme il fallait, ou qui peuvent être liées à des conditions externes, comme par exemple la situation économique. La boîte, à un moment donné, elle ferme. Bon, bah voilà. Tu as le changement de porteur de projet, c'est-à-dire que ton interlocuteur principal, je sais pas, le DRH ou quoi, va s'en aller, va changer de boîte. Il y a un autre DRH qui arrive, l'autre DRH, il est pote avec ton concurrent, donc il va le faire rentrer dans la boîte. Ça arrive aussi, tu vois. Donc, et toi, ton obsession quand tu as un SaaS, ça doit être justement
bah, de prendre soin, avant même d'aller chercher du nouveau business, c'est de prendre soin de tes clients. Parce que La tes base. clients, non seulement ils vont, par exemple, un client qui te donne 10 000, auquel tu vends 10 000 par an, bah, il va te redonner 10 000. Mais il peut peut-être te redonner 12 000, peut-être 15 000, peut-être 25 000, si jamais tu étends l'usage, tu vois. Et donc le développement de compte, par exemple, c'est ultra important également. Tu marches en module, toi? Alors, nous, on a, ouais, en fait, là, on a des, si tu veux, la manière dont on price notre solution, c'est que tu as trois niveaux. Enfin, on vient de changer les pricing, donc maintenant, c'est plus ça. En gros, tu as trois offres. Tu as une offre qui va te donner à des fonctionnalités relativement basiques de la solution, et là, tu as un seul user. Donc, pour nous, un user, c'est un recruteur, mais ils peuvent évaluer autant de candidats qu'ils veulent. Ensuite, tu as pour les comptes de 1 à 50 utilisateurs, tu as une autre offre qui s'appelle Predict. Donc là, on la price en fonction du nombre de users. Donc tu as un prix pour un user, deux users, trois users, quatre users. Tu vois, et par exemple, du premier user au 10e user, tu as un prix au user. Après, si tu passes du 11e au 20e, c'est un peu moins cher et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis après, pour ceux qui ont besoin, on va dire, de plus de 50 recruteurs par an, donc là, on passe sur un autre module, un autre modèle, pardon, où on va pouvoir, eh bien, donc connecter avec des API, pouvoir faire en sorte qu'ils utilisent Assessor directement depuis d'autres logiciels, donc où là, tout est vraiment automatisé. Et voilà. Et donc, c'est pricé un petit peu autrement, et avec un prix également au candidat. Et on a la solution Voice, donc d'évaluation maintenant des compétences, des hard skills, des langues. Donc celle-là, elle est pricée plutôt, c'est des abonnements annuels mais capés en fait. Parce qu'en fait, on a quand même pas mal de coûts, nous, parce qu'on utilise également des modules d'IA externes, donc du coup, bah, on ne peut pas le mettre en illimité, quoi. Donc Ouais. même si on a nos propres modèles, mais on utilise tellement de composants qu'il faut quand même qu'on puisse protéger la marge, Tu quoi. factures pas au crédit, Voice? Voice, alors en Voice, c'est des abonnements c'est des abonnements mais capés. Ouais, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire que tu as un abonnement pour, en gros, tu peux évaluer jusqu'à 100 candidats par an. Tu en as un autre, c'est jusqu'à 1000 candidats par an. L'autre, c'est Ouais. jusqu'à 10 C'est 000. comme le pricing de mailing, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est exactement ça. Ok, ok. Ok. Et en parlant de churn, c'est quoi ton churn actuellement? Nous, on a un churn, j'ai même pas le. Mais je sais qu'on a un net retention rate positif. C'est-à-dire qu'en gros, si tu regardes, tu as les clients que tu perds qui s'en vont. Tu as ceux qui font du down, c'est-à-dire ils étaient sur, je sais pas, une offre à 50 000 euros par an, par exemple. Bah là, ils restreignent un peu, ils renew, mais à 45 000, par exemple, ou à 40 000. Donc là, ça te fait du down sur ton ARR. Tu as des clients existants qui restent et qui font du up, plus tu as tes nouveaux clients. Donc quand tu additionnes tout ça, est-ce que ta base, elle a grossi ou pas, tu vois? Et donc, Oui, bah, si tu prends tes nouveaux clients, bien sûr qu'elle a grossi. alors, ouais, non, pardon, tu mets pas, non, tu mets pas le Le même. churn, c'est le nombre de clients que tu as gagné vs le nombre de clients que tu as perdu sur le mois, tu vois. Et ça te Ouais, donne un pourcentage. mais normalement, t'enlèves le down aussi. Ouais, T'enlèves ouais, le down et tu rajoutes le up. ouais. Donc, parfois, juste avec le up, sur les clients qui restent, tu peux compenser en fait ton Ah churn. ouais. Ouais. Et du coup, t'es à 0% de churn. Voilà. Alors, on n'est pas exactement. Enfin, ça dépend comment tu le calcules. Tu sais, t'as le gross churn, le net churn, voilà. Ouais. C'est Et en termes de genre, ton plus gros client, il te donne combien par an? plus gros client, ça doit tourner autour de peut-être 400 000 euros, quelque chose comme ça. 400 000 euros par an. Ouais. Ah oui, c'est costaud. Après, tu vois, on a quelques très gros clients comme ça, mais après, là, on est à plus de 16 millions d'ARR. 16 millions d'ARR, on le fait sur à peu près 1000 clients. Donc, bon, tu Ouais. vois, tu as des clients aussi à 5000, tu as des clients qui sont à 10 000. Voilà, Ok. Ok, Non, ok. c'est fou, mec. C'est fou, on c'est a une fou, moyenne c'est fou. autour de 12 000, en gros. Ok. En gros, les gens, ils doivent être 12 000. Ouais. C'est génial le B2B, hein. Ouais, c'est cool. C'est cool, mais tu sais, c'est une sacrée machine. En fait, Ça des fois, churn on se dit, pas, ouais, ça churn pas, ça paye en année. C'est plus hmm, facile. Enfin, c'est Bah, B2. disons, enfin, après, le truc qui est compliqué en B2B, c'est que, genre, les attentes du marché, elles sont high, tu vois. ouais. Genre, mec, le B2B, est délivré en B2B, montrer aux mecs qui peuvent avoir besoin de ça, que ça leur apporte de la valeur, que c'est fonctionnel dans le recrutement.
Parfois, et par A plus B, genre les démos, après, je suis intéressé qu'on creuse un peu la partie sales, mais c'est sport, tu vois. Alors que tu vois, Tu sais quoi? B2C, pour le consumer, tu fais un truc bien dans l'axe, que ton produit, genre, il est bon. En général, quand tu es dans la bonne voiture, ça va se développer petit à petit, tu vois. Même si tu auras beaucoup de churn Mm. parce que le, le marché consumer veut ça, mais j'ai l'impression que c'est moins Ouais, et compliqué. après, le truc, c'est que le SaaS, enfin, le B2B, faut vraiment t'attaquer à un problème, à un vrai problème. Moi, je vois tellement de mecs ou de nanas qui lancent des SaaS en se disant, ouais, c'est génial le SaaS, c'est vertueux, machin, je vais faire de l'oseille. Et en fait, ils apportent une excellente réponse à un problème qui n'existe pas, en fait, qui Non, mais ça, n'existe c'est pas dans leur fascinant, tête. ça. Non, mais les gens, Ouais, ils fascinent sur le SaaS. Les gens, ils pensent tellement que le SaaS, c'est simple. Genre, mm, les gens, ils ont leur business plan, leur Excel. Ah oui, alors en année 1, je vais faire ça. Alors en année 2, je vais faire ça. Bah oui, oui bah en année 3, je fais 15 millions d'ARR. Tout ça, ouais, bah oui, ouais. bah, je vais avoir tant de clients, machin. Déjà, rien se passe comme prévu. Et c'est incroyable comment les gens, ils se rendent pas compte à quel point de faire un bon produit, ça, c'est compliqué. À quel point d'aller chercher des clients, ça, c'est compliqué. À quel Ouais, point que c'est hyper compliqué, tu vois. Et en plus de ça, c'est le milieu où tu as les meilleurs entrepreneurs. ouais, et aussi, tu sais, quand t'as pas de track record, c'est-à-dire t'as pas fait une boîte avant ou t'as pas de client, En mais gros, si tu es pourquoi ils vont psychologue, me faire confiance? Pourquoi ils vont me faire confiance? Et en plus, quand tu démarres, tu vas avoir toutes les grosses boîtes de la planète, le CAC 40 et ainsi de suite, qui va te dire très bien, il y a toujours un mec ou une nana tu sais, pour te recevoir. Ils vont te recevoir. Oh, très intéressant, on va vous inviter à notre concours de start-up. Vous allez faire un POC, on va faire un POC. Ils te filent 5000 balles, 4000 balles. Et en fait, toi, tu es censé bosser avec eux pendant 6 mois. Pendant ce temps-là, ça te distrait de tes priorités stratégiques et tout. Et en fait, il faut pas faire ça. Faut pas bosser avec ces boîtes-là. Faut mieux aller chercher des boîtes qui ont des vrais problèmes, quitte à ce hmm, qu'elles soient un peu plus petites, un peu plus réduites. Tu tapes des ETI, des grosses PME, tu leur vends ton truc, tu apportes une vraie solution. T'enlèves de la peine à tes clients et là, t'inquiète qu'ils vont payer pour ça. De ouais, toute façon, c'est mathématique. ouais, Mais c'est sûr. pas Ah, c'est perdre bon son ça. temps avec ces conneries, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Comment, moi je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat maintenant. Comment on recrute un A-player? Bordel, on veut tous savoir ça. On est là, nous, on a des équipes effondrées. Les mecs, ils sont pas à l'heure, ils travaillent pas, ils ont pas les fils Ouais. qui connectent. Faut leur mettre des tartes pour qu'ils avancent. Comment on fait pour avoir Ah des oui. mecs qui travaillent, quoi? Ben, en fait, ce qu'il faut faire, forcément, hein, ça va faire le mec qui vend sa sauce, tu vois. Mais en fait, tu t'assures. Enfin, c'est pour moi. Enfin, aujourd'hui, moi, demain, je redémarre un nouveau business. J'utilise les solutions de la Salesforce. Je veux m'assurer que le mec en face de moi, il percute, tu vois. Et bon, ça, tu peux quand même le voir un peu dans un échange. Mais pas toujours en fait, tu vois, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est très sympa, qui est très ouvert, qui a une aura, et donc tu as l'impression qu'il percute, mais en fait tu te rends compte après qu'il percute pas aussi vite que Ça ça. m'est arrivé 50 000 fois, ça. Ouais, ça arrive fort, ça. Ouais. Et s'assurer aussi que la personne a les bons moteurs. Parce que quelqu'un qui dit ah, moi je suis hyper motivé, j'ai dit Toto, je m'en branle que tu sois motivé. T'es motivé par quoi? C'est quoi qui te met en mouvement? Est-ce que tu cours après l'argent? Est-ce que tu as une motivation intrinsèque? C'est-à-dire, ça te fait kiffer fondamentalement de résoudre le problème qu'on est en train de résoudre. Tu vois, jusqu'à quel point tu as envie d'être impliqué justement au quotidien. Hmm. Est-ce que tu me dis que tu es capable de te dépasser? C'est quoi le dépassement pour toi? C'est quoi le plus gros truc que tu as fait? En fait, il y a des gens, des fois, qui s'imaginent, qui sont capables, tu vois, ils se disent, ouais, moi, je suis un ouf, je suis capable de bosser comme un fou. Et en fait, une fois que tu les recrutes, enfin, ils s'effondrent. Alors que toi, tu te dis, mec, enfin, on n'a même pas commencé à trottiner, en fait. Ouais, Donc, ça va ouais, être, accroche-toi, enfin, va mettre un pull et puis mange 2 casse-dalles, parce que ça va être compliqué, quoi, tu vois. C'est... Et un truc, tu vois aussi, il y a un truc Ah, dont il c'est faut bon, se ça. méfier quand tu recrutes. Il faut vraiment faire gaffe à ça. C'est que surtout si tu es assez expressif, tu fais l'entretien, tu vas vendre ta vision, parce que c'est toujours, comment dire, c'est un exercice aussi de séduction, le recrutement. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux aussi recruter des gens, et peut-être qu'eux, ils ont le choix, s'ils sont bons, donc tu veux qu'ils viennent chez toi. Donc tu vas leur présenter ta vision, tout ça, de manière enthousiasmante, et eux, tu vas les voir, ils vont être, ouah, mais c'est génial, tu vas les voir saucer, mais ce que tu vois, ça n'est pas leur détermination. Ce que tu vois, c'est toi-même, c'est ton excitation dans
ils sont un miroir de ta propre excitation parce que tu les as chauffés et donc du coup ils sont hyper pumpés. Mais il faut bien se dire, j'ai une image, tu vois, toujours je me dis ok mec, tu veux qu'on aille faire on va faire la petite balade là en vélo ensemble. Mais tu veux pédaler avec moi ou tu veux te mettre sur le porte-bagages? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux juste être là, Ouais, bien profiter sûr. du truc, ouais, c'est cool, je kiffe. Oh, trop bien les gars, l'aventure elle est géniale, je suis dans une super boîte, on est en train de faire des trucs de ouf. Non mais ok, d'accord, mais toi tu fais quoi concrètement? Tu vas apporter quoi? Comment tu vas créer une vraie différence au quotidien? Tu vois? Non, de Donc ouf. c'est s'assurer en gros qu'ils sont smart, s'assurer qu'ils ont des motivations dynamisantes et s'assurer que bah, c'est des gens qui sont à l'aise avec l'incertitude, c'est des gens qui sont à l'aise avec le changement, c'est des gens qui sont à l'aise avec le fait quand même de taffer, tu vois. À un moment donné, si tu as des gens qui disent ah oui mais bon c'est toxique ici, on me demande de travailler un peu trop, machin. Mec, je te force pas. Enfin, il y a plein de boîtes qui existent dans le Ouais, monde. Nous, on est en train de changer le monde. Donc, enfin, tu vois, oui, t'es peut-être obligé d'avoir une culture un peu hardcore. En tout cas, au départ, quand tu crées une boîte, Mm. mec, nous, on était des tarés, hein, Mm. des psychopathes. Hein. Enfin, je veux Ouais. dire, moi, ça m'arrivait et ça nous arrivait de bosser des fois, mais quasiment toute la nuit, tu vois. Ouais, c'est la base. Et oui, tu n'as pas de week-end, oui, tu te lèves, tu penses à ta boîte, tu bouffes, tu penses à ta boîte, tu taffes, tu penses à ta boîte, tu vas te coucher, tu penses à ta boîte, tu es en week-end, tu penses à ta boîte, tu es dans la piscine, tu es en Toscane, je sais pas quoi, ben, si tu peux partir un peu en vacances, tu penses à ta boîte, tu penses tout le temps à ta boîte, tu penses, vis, mange, respire, chie, enfin tout. C'est comme ça en fait. C'est câblé comme ça en fait. Mm. ouais, 100%, 100%. Putain, je crois qu'il y a un autre gros volet qui est vraiment important, c'est qu'en plus tu gères tout ce merdier en remote, mec. Ce Ouais, qui est, ce qui est nous aussi, en vrai, moi, tu vois, c'est un ouais, même délire. Donc, disons on aperçoit les problématiques, mais on est à des échelles différentes. Putain, en plus, c'est de l'employé, donc c'est encore un. Comment, euh, comment on gère une migale pareille avec je ne sais combien de centaines de personnes ouais, enfin, dizaines de personnes à droite à gauche avec des trucs spécifiques, avec des départements aussi précis que ça, parce que tu vois, nous par exemple, moi j'ai une boîte sales, on a 1500 vendeurs dedans, tu vois, on est ok. 1500 à gérer, donc c'est huge, mais c'est des sales, c'est Ouais, bon. un job spécifique, c'est sur des rails, c'est simple, entre guillemets. Moi je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on gère une boîte avec plus de 100 personnes, ou Ouais, je ne sais combien, dans des ça. départements spécifiques, avec de l'onboarding, de la strat, etc., sur un produit comme celui-ci, quoi. Ouais. Bah En déjà, full nous, remote. on était une boîte full office, tu vois, pendant Ok. des années, des années, des années. Covid arrive, on se met comme tout le monde en full remote, on voit que ça fonctionne bien, et à un moment donné, on se dit, je me souviens, c'est un comex un lundi matin, eh putain les gars, et si on faisait ça pour toujours en fait? C'est-à-dire, on kiffe tellement. Tu sais, on était. Non, mais en vrai, hein, ça s'est passé exactement comme ça. En plus, c'était la lune de miel, on va dire. Tout le monde venait de découvrir le remote. Ça faisait un mois et demi que on était comme ça. Donc, tu vois que les bons côtés au départ, tu vois. Tu dis, ouais, trop cool. Et on s'est dit, vas-y, on le fait. Et c'est en juin, on a présenté ça à l'équipe. Je me souviens, j'avais fait une presse tu sais, où je parlais de l'ère industrielle. Avant, les gens, ils étaient dans des usines, même une unité de lieu, de temps. Ils tournaient les boulons. Maintenant, on est dans l'ère des services. On peut tout faire avec un ordi, un machin. Donc là, il y en a qui commençaient à voir le truc arriver, tu vois. Et à la fin du talk, genre, je me souviens, on était tous sur Zoom. J'avais fait une vidéo. Tu avais l'espace avec la terre qui faisait comme ça, qui devenait de plus en plus gros. Et je leur dis, et ça, c'est votre nouveau bureau à partir de septembre. Et là, les Arrête, gens, putain, c'est ouf. damn! Ils ont fait damn! Ils ont halluciné! Je me souviens, ils étaient ouf, ouf! Et partager, tu vois, d'un côté, de se dire, waouh, holy fuck, on va pouvoir travailler d'où on veut, c'est incroyable. Et d'un autre côté, ah, ouais, mais la culture d'entreprise, comment on va faire? Et je pense que ce qui rend aujourd'hui les choses simples, c'est qu'on a inventé ce modèle, mais vraiment avec eux, tu vois. La seule contrainte qu'il y avait, c'était, il y aura zéro retour au bureau. C'est même pas envisageable. À un moment donné, tu as un bail 369, donc tu peux pas lâcher ton bureau comme ça. Ouais, Mais ouais. on avait encore le bureau, mais on disait, on avait désactivé les accès, c'était avec une empreinte et tout, on avait désactivé les accès de tout le monde, et non, c'est mort. Ah, mais on pourrait pas quand même, parce que là, ça déconfine et tout. Non, on peut pas. C'est pas possible. C'est ça, non, ça le fait pas. Voilà, c'est tout. Ok, c'est bon ça. Et donc, et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, tout l'oseille qu'on met
dans les bureaux, dans les mobiliers, les machins, tout ça. On a calculé un ratio par collaborateur. On s'est dit, bah ça, voilà. On se dit que c'est la base, c'est ce qu'on va utiliser pour équiper tout le monde. On a le budget et on va équiper tout le monde. Et aussi, on va prendre des temps pour se retrouver, tu vois. C'est-à-dire avoir des team building, permettre à des plus petites équipes, des fois, qui ont des problématiques, je sais pas, par exemple, le market et les BDR ou les SDR, dire, voilà, ils ont besoin de se voir, ils peuvent se voir, aller louer une villa, je sais pas où. Donc, on a mis ça en place et on a tout réinventé, tout réinventé. On a dit, tout le monde, toutes les équipes, vous allez prendre la notion et vous allez Voilà, explique-nous la structure, comment ça marche. Notion, ok. ta notion pour formaliser toute la connaissance. Forcément, Documentation. t'as ça, on est sur Slack, on utilise des outils comme Loom, par exemple, tu vois. Des fois, plutôt que de faire un meeting d'une heure, de faire chier tout le monde ou de 30 minutes, bah, tu veux faire passer un message, ok, tu enregistres ta vidéo, tu montes sur l'app, comment ça se passe, tu Oh, postes le truc. quel bonheur, Loom, sans Mais, déconner, quel Bah, bonheur. Loom, c'est incroyable. Loom, ça a C'est fait fou, économiser frère. tellement de. Mais Loom, c'est Oh. tellement bête, putain. Loom, c'est tellement bête. C'est un putain d'enregistrement d'écran. pour les Ouais, et sales, il a fait tellement justement. d'oseille, mec. Bah, Ah, mais ils ont lui, vendu un milliard. Hein. Hmm. Un milliard, ils ont vendu. Et tu vois, par exemple, pour les sales, ça fait un petit moment maintenant, on a implémenté, alors au début, je sais plus comment s'appelle le logiciel, là, on en a un qui s'appelle, ah mince, ah merde, Pourquoi? ça va me revenir. C'est un logiciel, en gros, qui est là, qui enregistre tous les calls des sales quand ils sont en meeting. Et en fait, c'est utilisé notamment pour faire du coaching, tu vois. Et aussi, tu peux l'utiliser dans l'onboarding. C'est-à-dire que tu es un nouveau sales, tu arrives chez Assess First. On a des méthodes à nous, même si on a des frameworks et ainsi de suite, il y a quand même des méthodes, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Chaque sales, quand il fait un meeting, il peut flaguer, taguer, créer des snippets, en fait, de dire là, j'ai cartonné, je pense, sur ma discovery ou sur la présentation de la solution et ainsi de suite. Là, par contre, ça a été le cata, en fait, ce moment-là. Et donc, quand tu es nouveau sales, bien sûr, tu as ton playbook et tout, mais tu peux aussi aller regarder ça et découvrir, tu vois. En fait, on peut reproduire ce qui se passait avant. Avant, il se passait quoi? T'es nouveau sales, tu arrives dans un bureau, tu fais ton taf, mais t'écoutes ton pote, ton collègue ou ta collègue, tu vois, qui est en train de faire sa démo. Donc, du coup, ça te permet de progresser. Là, ils peuvent le faire quand ils veulent, en fait. Ok. En termes, Donc, en termes de parité, ça donne quoi? Combien de pourcentage team product? Combien de pourcentage team sales? Ça donne quoi en termes de parité là? putain, j'avais les chiffres quelque part, je les ai pas de tête. Mais en gros, tu dois avoir à peu près, j'ai envie de te dire, tu as à peu près un quart de la boîte qui va être vraiment sur, un peu plus d'un quart, non, un tiers, qui va être sur le développement du produit. Tu vois, alors on y met dedans les équipes science, donc avec des machine learning engineers, avec, tu as des psychologues, tu vas avoir l'équipe T'as des product. psychologues en interne. Ouais. Ah ouais, tu as pas mal de psy chez nous. Ouais. C'est Et souvent, ils ont incroyable. des doubles compétences, tu vois. Par exemple, il y en a un, il est psy, en même temps, il fait du machine learning. Donc, tu as vraiment science, c'est le cœur du réacteur, toute l'intelligence. Ensuite, tu as product. Donc, product, avec des product owners, des gens qui font de l'UI, de l'UX. Des Euh, devs. et après, tu as la tech. Tu as les devs, voilà. Donc, tout ça, ils créent le produit. Ensuite, tu vas avoir toute la partie market sales. C'est énorme, c'est énorme. C'est quasiment tout le reste, en fait, tu Bah oui, vois. c'est une boîte de sales en fait. C'est ce que Ouais, je disais à Alexis. Je disais, toi, tu fais pas ton argent avec le contenu, tu fais pas ton argent avec les ads. Il ouais, doit avoir une sales team de tarés, tu vois. ouais, C'est ce que je ouais. disais en préparant l'épisode. Ouais. C'est exactement ça. Et après, Ok. on fait un peu de content, tu vois, pour générer on va mettre, je sais pas, des white papers, on va mettre, tu sais, faire des webinars, des choses comme ça, mais La c'est classique des très... SaaS B2B. Ouais, exactement, voilà. Ok. Ok. Ok, donc ça, c'est ta répartition. Est-ce que tout est. Du coup, comment ça marche en termes de. Comment tu organises. Continue sur ton organisation du remote, ça m'intéresse. Après, en fait, donc on se voit tous. Avant, c'était 2 fois par an, maintenant c'est 4 fois par an. Ok. Donc on réunit mais tout le monde, tu vois. Donc c'est des moments où, franchement, on va taffer un peu, tu vois, et surtout on va parler de la vision, on va prendre des problématiques, tu vois, qui sont les problématiques du moment. Des fois, je sais pas, ça peut être, ok, on va traiter du churn, après on va traiter, je sais pas, moi, d'une meilleure collaboration. Par exemple, ça peut être entre, encore une fois, le market par exemple et les sales, ou le product et la tech,
tu vois, des fois il y a des petits sujets d'ajustement, d'alignement, donc ça peut être ça. Mais c'est très, on fait le point sur les succès passés, on redonne le cap pour le quarter à revenir et donner de la visibilité aussi sur le reste de l'année. Et Ouais. aussi, on va vivre des moments assez sympas, tu vois, ensemble. L'idée, c'est de les faire kiffer, qu'on construise des mémoires communes, en fait, qu'on ait des, tu vois, et tu te dis, putain, tu es tellement content de revoir les autres. Et après, quand tu as vécu ces bons moments, c'est beaucoup plus simple bah, de travailler ensemble. Parce que après, on est une boîte, et comme toute boîte, elle a une vie. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui viennent, des nouveaux. Il faut intégrer les nouveaux, il faut qu'ils rencontrent ceux qui sont déjà là. C'est l'occasion de s'imprégner vraiment de la culture, de la sentir, de la vivre. Et après, si tu veux, bah, on a des grands objectifs, tu vois. En gros, tout part toujours de l'objectif. Tu te donnes un objectif en gros d'ARR, donc ça fait bah, la croissance plus un objectif de rentabilité. Ça, c'est Et la- ça, derrière, c'est en fait, ça, c'est l'objectif de la boîte, c'est ça? ouais, Ok. exactement. Ok. Est-ce que Et tout le monde est incentivé cet objectif-là ou pas? non, tout le monde n'est pas incentivé là-dessus, en fait. Ok. En fait, tout le monde est incentivé sur des objectifs sur lesquels ils ont directement prise. Oui. Un sales, ça va être sur ben, son new ou son renew ou sur le pourcentage de up qu'il va faire. Après, tu as des gens qui ont des variables, d'autres qui n'ont pas de variables chez Assessor. En fait, ça dépend un peu des jobs. Mais en tout cas, les objectifs de chacun, c'est toujours vraiment sur ce sur quoi il a la main. Tu vois? Parce que si par exemple tu dis la personne qui est au design, qui design l'app, tu vas l'incentiver à un moment donné, tu vas prendre, je sais pas, un tiers de son salaire et tu rabotes d'un tiers par exemple sur son fixe et tu vas dire bah, ce tiers-là, ça va être en fonction de l'ARR ou de la croissance d'ARR. Dire, Ouais, le pauvre. moi, j'ai pas la main quoi. Bien sûr. Donc, après, si tout le monde a quand même, je sais plus, je crois que c'est la participation, ça s'appelle. Tu sais, c'est un système ou intéressement. Je sais jamais avec ces trucs-là, c'est de la paperasse, ça me dépasse. Mais en gros, chaque année, quand on fait du résultat, et on fait du résultat chaque année, bah, les collabs vont toucher, ça peut être tu vois, quelques milliers d'euros en plus, qui leur permettent bah, d'être intéressés justement à la performance de Tu, l'entreprise. tu donnes des BSPCE ou pas? On a fait ça. Après, on a un système, ce qu'on appelle DAGA, donc de distribution d'actions gratuites pour certaines catégories de collab. Ouais. Ok. Ok, ok. Ok, ça marche. Ok. Trop stylé. Ouais. La guerre, Vraiment. c'est trop Et bien. attends, attends, dernier truc. Et en termes de call, ça donne quoi? Genre, toi, à quel point tu parles à tes équipes? Tu leur parles combien de fois? Toi, t'es en communication avec qui? Parce que vous êtes Ouais. 160 maintenant. Donc, je pense pas que Non, tu non, parles à non, 160. on est 115, un truc comme ça, quoi. À 115, ok. À quel point tu parles à tes teams? Genre, tu vois, Mm. en termes de call, qu'est-ce que ça donne? Même sur la partie produit, tu vois, comment le design se synchro Ouais. avec le dev, euh, comment ça s'organise en remote, tout ça? Alors, comment ça s'organise en remote? Tout doit être structuré. Tout doit être structuré. Déjà, moi, je vois bah, les personnes avec lesquelles j'ai le plus d'échanges au quotidien, c'est quand même les gens du COMEX globalement. C'est-à-dire que dans le COMEX, on est 6. Donc, moi, je suis CEO. Tu as le COO, donc le numéro 2 de la boîte, Alexandre, qui est lui plus dans l'opérationnel, dans le s'assurer de la bonne exécution opérationnelle de la vision. Après, tu as Simon, donc, qui est notre CPO, donc sur la partie product. CTO, c'est JB, Jean-Baptiste. Tu as Quentin qui s'occupe des sales, qui est CSO, et tu as Arthur qui est notre CFO. Et donc, moi, j'ai plus de contacts quand même avec eux. Après, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, je suis quand même bien impliqué sur la partie produit. Donc j'ai beaucoup d'échanges bah, du coup avec Simon, notre CPO, plus Emric qui est Head of Science, on appelle ça chez nous, qui s'occupe de la science. Euh, Puis après, ça dépend, tu vois. Des fois, je suis appelé par les sales sur un deal. Par exemple, il y a un gros deal, ok, ça serait bien que le CEO il soit là pour pouvoir appuyer ou. Tu fais encore un peu de vente? Grave, mais bien sûr. En fait, Ah le bah, truc, c'est que tu sais, il y a plein de gens qui se disent ouais, une fois que tu es CEO, tu es là, en gros, tu appuies sur des boutons, machin, tu non, regardes pas le du tableau de tout. bord toute la journée. Non, 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 non. Tu as plein. Tu sais, d'ailleurs, c'était intéressant. Il y avait un talk là, qui avait été fait par le gars d'Airbnb qui parlait du founder mode.
tu vois, qui disait à un moment donné, bah, les boîtes, tu avais ce truc dans la Silicon Valley aussi, dès qu'une boîte, elle levait de l'argent, bah, les fonds disaient, ouais, ok, on va te mettre des strates de management intermédiaire. Et en fait, tu perds le lien, tu vois. Tu finis, tu sais plus Ouais. à quoi ressemble ton produit, Ouais, tu sais plus tu à quoi perds le lien ressemble avec ton ta boîte. client. Il y a un truc super intéressant que j'ai vu récemment. Il y a le fondateur de Doctolib Ouais, qui est repassé Chief Product Officer. ok, Donc, super intéressant. c'est incroyable, tu vois. Ah Le ouais. mec, il a une boîte, il y a des milliers de personnes. Hmm. Un matin, il se dit, voilà, c'est bon, j'ai perdu le lien avec Doctolib. Je repasse Chief Product Officer. Et maintenant, il est Chief Product Officer. Tu vois, c'est vraiment, c'est trop stylé. Et pareil, tu vois, j'ai écouté un podcast de Guillaume Houbèche, tu vois, Ouais. où il disait que, en fait, lui, il faisait du service client tout le temps aussi, tu vois. Le Oui, service oui, oui, client, oui. c'est Hyper là, intéressant. tu vois, il était sur Intercom et c'est là où tu as toute la crème en fait, tu vois. C'est là où tu as toutes les problématiques, c'est là où tu sais pourquoi ça churn, où tu sais pourquoi ça achète. Tu vois, le service client, c'est l'endroit le plus négligé, Bien sûr. alors que c'est une mine d'or, tu vois. C'est là où C'est une mine d'or, effectivement. c'est le service client qui te donne ta vision, tu vois. T'es aveugle, tu regardes le service client et d'un coup, tu vois, ok, où on va aller dans les 2 3 4 5 prochains mois, tu vois. Toi, tu fais encore un peu de service client du coup. Service client. Alors moi, en tout cas, je garde le contact avec nos clients. Si tu veux, pour moi, il est inenvisageable de ne plus voir de clients, tu vois. Je veux dire, Ouais. sinon, comment tu... Parce que je te dis, moi, je suis passionné à la base, je suis un CEO très product-oriented, tu vois, je suis très, très, même obsédé par le produit, en fait. Et donc, du coup, comment tu veux faire un produit qui fonctionne si à un moment donné, oh, bien sûr, toi, tu as ta vision, mais tu dois aussi comprendre. Encore une fois, c'est pas pour leur demander quel feature il faut développer, mais Non, c'est pour comprendre quels sont leurs problèmes. Et toi, tu vas leur poser des questions que les gens chez toi peut-être ne penseront pas à leur poser, ou ça, c'est- n'oseront pas leur poser, ou auxquels le client n'osera pas répondre honnêtement parce que bah, il est face à un sales qui sait qu'il y a un enjeu, un machin. Alors que moi, je vais les mettre mais direct à l'aise. Je vais leur dire, les gars, je suis pas là pour que vous me de toute façon, enfin, ce que vous allez me dire, il n'y aura aucun impact sur une éventuelle réduction, sur quoi que ce soit. Je ne vais pas développer ce que vous allez me dire que j'ai développé. Je veux entendre ce qui se passe chez vous, en fait, quoi. Tu Ouais, vois. ok, Et voilà. ok. Trop stylé. Bah, Donc ouais, trop bien. après donc dans l'organisation, par exemple, quand tu me dis, ok, le design par rapport au produit, par rapport à tout ça, bah, ils ont des points de coordination quand même. Ok. Et puis ils ont des documents, tu vois, on utilise, je crois que c'est Jira, ça s'appelle Jira, ouais, ouais, Jira. voilà, tu vois, où tu fais les specs, ensuite tout le monde peut accéder aux specs. Enfin, tu as des équipes qui font des specs, des spécifications techniques, donc un cahier des charges à chaque fois qu'on doit faire une fonctionnalité. Ensuite, on travaille avec le Figma, donc qui permet Figma, de faire ouais, des trop bien. maquettes, Bah, donc le côté design. Ensuite, bah, les devs ont accès à tout ça et savent exactement ce qu'il y a à faire en fait, quoi. ouais. Moi, par exemple, tu vois, j'ai une problématique actuellement. Alors moi, tu vois, on est 10, donc Ouais, on n'est pas encore très très gros. Mais j'ai une problématique, c'est que tout le monde bosse dans son coin, tu vois. ouais, Tu vois, et en fait, c'est moi qui fais en sorte que l'information circule. Mais il faut vraiment que je mette de l'effort parce qu'en fait, ils sont dans leur coin. Tu vois, tout le monde est dans son truc, tu vois. Ok, nanana, et en fait, ah mais tu vois, ils sont pas coordonnés, tu vois. ouais, ouais. Et ça, en plus, ça, c'est une vraie mentalité de développeur, tu vois, je trouve, Mhm. de vraiment juste être dans son coin, tu vois, de pas beaucoup parler, tu vois, de, toi, de ton côté, ça, l'information, elle circule bien, Ouais, tu vois. mais il faut que tu aies des gens. Enfin, après, il on fait aussi, je me souviens à un moment où on ne l'avait pas, tu vois, on n'avait pas la possibilité d'avoir ça, mais avoir des gens justement qui font la coordination. Au début, c'est obligé, c'est toi qui l'as fait, Ouais, mais en fait, si quelqu'un n'a pas ce rôle, ben soit tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui va naturellement prendre ce rôle, et ça sera cool, mais la ouais, plupart du temps, ça va pas le faire. Non, et puis ça Ça va pas dépend se les mecs que passer t'as comme aussi, ça, tu tu vois. vois. ouais, Parce que toi, en vrai, genre, la très grosse partie des mecs qui sont chez toi, c'est des devs ou des mecs qui travaillent dans la technique, tu vois. Enfin, moi, je te garantis que, mec, on a que des sales, de t'envoyer une info, mec, dans les 36 secondes, il y a les 1500 personnes qui sont au courant et parce qu'ils font que parler, tu vois, c'est des mecs qui piaillent toute la journée. Ça ouais, dépend aussi des mecs que t'as, tu vois, et le type de Ouais. profil. C'est vrai qu'avec les ouais, profils tech qui sont plus de leur côté, ils ont, mec, c'est des nerds, tu vois. ouais. C'est pas les Ah, gens mais qui aiment discuter avec les gens, quoi. c'est un boulot de coordonner le design avec la tech. Mais tu te rends pas compte. C'est un truc, c'est Ouais. incroyable de coordonner le design avec la tech, Ouais. de faire en sorte
qu'ils se comprennent, qu'ils discutent, que le designer il développe bien les bonnes fonctionnalités, que le dev est censé développer et de trucs. C'est un full-time job. Moi j'apprécie pas trop, mais bon, de toute façon, au début, on fait des choses qu'on n'apprécie pas. J'espère avoir bientôt les moyens de me payer un project manager, tu vois. Mais Franchement, c'est hyper important. ouais, Après, c'est un bon product manager, c'est compliqué. Nous, on a de la chance d'avoir des très bons product managers, mais c'est chaud, tu vois, parce que tu as vite fait de tomber sur des gens qui vont te dire ouais, alors on va faire des user tests, on va faire de la discovery. Tu sais, ils aiment bien en gros bullshit, bullshit. branlette en Ouais, fait, c'est des vraiment branleurs. bullshit, tu vois. Et tu as Ouais. envie de dire frérot, il faut délivrer quoi, en fait, quoi, tu vois. Nous, on a besoin de. Alors, oui, il y a une partie du job, c'est ça, mais ça va être 5% de ton travail, ça va pas être 80% en fait. Non, Donc, c'est sûr. ça, faut être très clair là-dessus dès le départ. Ouais. Ouais. Ok, ok, trop stylé. Bah mec, là-dessus, franchement, mec, putain, on pourrait parler des plombs parce qu'il y a des milliards de trucs. Est-ce que peut-être il y a... Non, mais c'est parce que, enfin, tu dois avoir tellement de trucs à raconter là-dessus, mais est-ce que toi, il y a un truc pour conclure que tu voulais partager, une idée que tu avais, un truc qui était important pour toi tu vois, on est, on est tout oui, on est chaud. Je pense que c'est vraiment, comment dire, on en a parlé tout au long de ce podcast, tu vois, mais c'est vraiment se dire, putain, si tu as une vision, ta vision est que elle est suffisamment importante, suffisamment que l'état du monde dans lequel il est aujourd'hui, ça te dérange suffisamment, c'est suffisamment douloureux pour toi pour que tu décides de mettre ton temps, ton énergie, ton argent dans un projet, tu vois, putain, il faut suivre ta vision en fait. Cette vision, enfin, elle mérite d'être développée, elle mérite d'être accomplie. En revanche, sois prêt à vivre l'enfer, mais véritablement à traverser l'enfer et à faire preuve de souplesse aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas confondre la persévérance avec l'entêtement, tu vois. On peut être hyper persévérant, mais à un moment donné, s'il y a un truc qui ne marche pas, garde ta vision, mais essaye peut-être, change de 2-3 degrés ton approche et dans ce cas-là, si tu le fais, franchement, pour moi, ça ne peut que fonctionner. Tu ne peux que réussir. Parce que, encore une fois, si tu fais ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire, tu obtiendras ce que le 1% des gens réussissent à obtenir, que ce soit dans leur vie ou dans le taf, quoi. Ah, mais tu sais, c'est ce que je dis tout le temps, même à des. En fait, les gens, tu vois, sur le marché des freelances, tu vois, les gens ils se rendent pas compte à quel point il y a tellement de freelances qui bossent mal, tu vois. Genre, Mm. tu vois, juste tu fais bien ton job, genre, déjà tu peux tellement bien gagner ta vie, juste le fait de bien, de vraiment, tu vois, dans n'importe quelle compétence, tu vois, juste de faire le job, tu vois, de bien faire le job. Ouais, Mais ouais, carrément. 100% aligné. C'est quoi un petit peu là les objectifs 2025 là Alors, je te les donne tout de suite. Peut-être un truc aussi. Enfin, parce que tu sais, je disais, là, je me réécoutais et je me dis, attends, t'es en train de dire, ouais, bah, après de toi, à traverser l'enfer. Et en vrai, c'est une réalité, en fait. Mais le truc, c'est par exemple, moi, tu me poses la question, est-ce que ça a été dur, Assessor, c'est tout? Tu sais ce que j'ai envie de te répondre? J'ai envie de te répondre, j'ai jamais travaillé de ma vie, mec. J'ai passé 23 ans à m'éclater, à me marrer. Mais après, objectivement, par contre, j'ai bossé comme un animal. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à un problème que tu aimes, que le faire si possible avec le plus possible des gens que tu apprécies, mais à fond. Tu vois, alors, après, il y a le débat, est-ce qu'il faut travailler avec des potes ou pas, nanana, pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être avec des gens. Par contre, les gens avec lesquels tu travailles peuvent finir par devenir des amis, tu vois. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, voilà, donc petite précision. Les objectifs, donc là, bah, on va continuer à faire de la croissance. Donc l'objectif, c'est de continuer à faire 20% de croissance, donc d'arriver aux alentours des 20 millions, d'augmenter encore la profitabilité de la boîte. Donc Là, ça donne quoi là? C'est 20 millions d'ARR pour combien de profit? C'est quoi l'EBITDA? les bidas, bah, l'idée, c'est d'aller chercher les 25-30% des bidas, quoi, cette année. Ok. Ah, quand même, t'as pas mal de coups, hein. C'est rare, hein, ça. Non, ouais, ouais, Là, ouais. t'as beaucoup d'humains, ouais. Ouais, Ouais, mais t'as les psys et tout, frérot. Ouais. Et puis, Ah oui, ouais. oui, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir des psys. C'est vrai qu'on n'a Eh, mais pas. t'es obligé, frérot, parce que c'est la promesse. Enfin, t'as les psys, t'as une énorme équipe sales. Bon, du coup, tu Hmm. dois avoir enfin, tu dois peut-être pas avoir beaucoup de budget marketing, mais t'as beaucoup de sales qui vont faire de la prospection, t'as beaucoup de reach outing. Après, puis même l'outil, il a l'air d'être,
Mais c'est un un outil, d'être ouais, gros, tu après, tu as tous vois. les coûts C'est costaud, quoi. d'infrastructure, tu as les coûts d'infra et ainsi de suite, mais en gros, tu sais, dans un SaaS, 80, enfin, dans un SaaS à vitesse de croisière, entre guillemets, parce qu'avant, enfin, moi je me souviens, à un moment donné, on faisait avec des bouts de ficelle, tu vois. Enfin, ouais, c'est pour Ouais. ça qu'on a une profitabilité de taré à un moment donné. Mais en gros, ouais, tes coûts, c'est 80% de tes coûts, c'est. De toute façon, tes dépenses, c'est du people, hein. Ouais, C'est ouais. ça, hein. Ouais, bien Là, sûr. vous êtes chez qui en serveur? On est chez AWS, il me semble. Ouais, ouais. Ok. Ça va. Et ça bouffe combien pour que représenter sur un product comme Ads, ça bouffe combien de marge? Enfin, sur le CA, ça bouffe combien de points? Je l'ai pas, non, franchement, je veux pas te dire de bêtises, tu vois. Ok. Mais je sais qu'on a des coûts, après, tu as les coûts d'infra, tu as les coûts, comme tu dis, le coût des outils. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu utilises un HubSpot, enfin là, c'est plus sur la partie sales, mais quand tu équipes, tu vois, genre 70 personnes dans HubSpot, mec, tu te prends des factures. Tu vois, enfin tout quoi, tout prend des proportions. T'as facile rapidement 100 000 balles de coût de licence sur un outil, en fait, tu vois, parfois, Ouais, sur ouais, certains outils. Donc, bien sûr. Ah, Ok. mec. ouais, Ah, ouais, ouais. Mec, ça, je te garantis que c'est. Putain, ça fait mal au cul, mec, quand ça passe à tous les ans, frérot. Oh là là. C'est des lignes que Bah, je toi, regarde toi, pas. Alexis, t'es bien placé, hein. Ah bah nous, mec, ouais. 1 million chez Pipedrive, 30 000 par mois chez OnOff. Ouais, 400 000 chez Onoff, ouais. Moi, je les cache avec mes doigts, comme ça. Tu sais, quand ils me sortent les tableaux de compta, c'est des lignes. Je mets ma main sur l'écran pour pas pouvoir. C'est parce qu'elles me font mal au ouais, cœur, ces lignes. Ouais. Mais voilà, nous, tu vois, genre, on en arrive à un moment où là, pour le coup, le CRM, jusqu'à cette année, ça devenait trop dangereux pour nous de le déployer en interne parce que, en fait, le sujet, c'est pas de coder le CRM. Le sujet, c'est de transplanter les millions de lignes d'activité de Pipedrive à chez nous, repluguer les API, être sûr qu'il n'y ait pas de bug et tout. Et le problème, c'est que nous, si on coupe l'activité pendant un jour, c'est des centaines enfin, des milliers d'appels qui sont pas passés. Donc, tu vois, on est tout en ah ouais, retard. bien sûr. Mais ouais, ouais, mais là, cette année, par contre, c'est la première année où on fait le switch. Et ça nous coûte tellement cher que, genre, le CRM, on le développe en interne cette année, tu vois. Et ça va nous prendre un an de développement, mais parce que, bah ouais, mec, tu jettes 1 million par an, que tu peux investir dans plein de trucs, en trucs différents, quoi. Ah ouais, je Euh, comprends. les outils, ça tarte. Les outils, ça tarte. Bon, c'est top, génial. Écoute, bah, merci beaucoup, David. C'était trop bien. C'était trop, Avec trop cool. plaisir, les gars. De ouf. Et franchement, je suis trop content d'avoir. Mec, enfin, moi, je connaissais pas ce produit. C'est Ken qui m'en a parlé. Je trouve ça trop stylé de découvrir ça. Merci beaucoup d'avoir donné ton temps, ton énergie. Ça se voit que tu prends le soleil un petit peu. T'es rempli de vitamines, c'est un bonheur. Et puis, écoute, Et on puis, se croise. si les gens qui nous écoutent ont envie de découvrir, il y a possibilité, quand tu es candidat, tu sais, même de t'ouvrir un compte, de découvrir gratuitement. Et donc, ils Tu, peuvent se créer un on, compte, hein, pour les candidats, on c'est mettra gratuit. les liens. Si t'as un Donc, lien à nous dropper, on le mettra directement en voilà. description pour que les gens ils aillent tester. Même tu sais par simple. Ça c'est un truc assez tendance souvent tu sais aller faire les tests MBTI comme Color etc. Même Ouais. pour checker son profil et voir un petit peu, je trouve que c'est cool. Même moi je vais aller le faire. Honnêtement, je suis curieux de voir ce que ça donne. Donc checker, cliquez sur ce lien, allez faire votre petit profil, voir à quoi vous ressemblez et faites-vous recruter par un groupe du 440 et puis on enchaîne. Et puis nous, on se croise cet été à l'Ushuaïa, David, si t'es chaud. C'est un Allez, programme ça que tu part. préfères. Allez, merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Merci Ciao, de ciao. Merci. soutenir dans cette nouveauté. Là, on repart sur Merci Internet. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao! Ciao, les gars.